Agatha Raisin enquête. Mort d'une reine du tricot. Maille à l'endroit, crime à l'envers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne The Beaten Files. Imaginez un hiver interminable dans les Cotswolds. Le ciel est bas, gris comme une vieille ardoise et la pluie transforme les charmants sentiers de Carcely en pièges de boue glissante. Pour la plupart des gens, c'est le moment idéal pour rester au coin du feu. Mais pour Agatha Raisin, l'ennui est un ennemi bien plus redoutable que le froid. Quand notre détective amateur préféré décide de combattre la morosité en s'armant d'une paire d'aiguilles à tricoter, elle ne se doute pas qu'elle s'apprête à démailler bien plus qu'une simple écharpe. Entre jalousie feutrée, rancune tenace et une reine du tricot, au verbe aussi piquant que ses aiguilles, le décor est planté pour un drame où la laine rouge ne sera pas la seule chose à tacher le tapis de la salle paroissiale. Alors, avant de vous installer confortablement avec votre boisson chaude, prenez un moment pour mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne, mais seulement si ce que je fais ici vous plaît, et si vous souhaitez suivre cette enquête jusqu'à son dénouement. Dites-nous dans les commentaires où vous vous trouvez en ce moment, et s'il pleut autant chez vous qu'à Carcely. Maintenant, éteignez la lumière, allumez peu, être une lampe pour une lueur tamisée, et c'est parti pour cette soirée. Chapitre 1. Une tempête dans un panier de laine. La pluie tombait sur Carcely avec une détermination morne et implacable, transformant les collines pittoresques des Cotswolds en une aquarelle délavée de vert sombre et de gris boueux. C'était le genre de mois de février qui donnait envie aux gens raisonnables d'hiberner, ou à défaut, d'émigrer vers des climats où le soleil ne se contentait pas d'être une vague rumeur. Agatha Raisin n'était pas d'humeur raisonnable. Elle se tenait debout devant la porte-fenêtre de son cottage, un verre de gin tonic à la main, bien qu'il soit à peine 10 à 8 heures, fixant son jardin détrempé avec une expression de défi. Ses cheveux bruns, coiffés en un carré impeccable, semblaient être la seule chose ordonnée dans son univers immédiat. Derrière elle, dans la cuisine confortable et chauffée par Laga, ses deux chats, Hodge et Boswell, dormaient roulés en boule, indifférents à la crise existentielle de leur maîtresse. « Regardez-vous » marmonna Agatha en se tournant vers eux. « Vous n'avez aucune ambition. Manger, dormir et laisser des poils sur mes coussins en velours. C'est tout ce qui vous intéresse. » Hodge ouvrit un œil jaune, bâilla et se rendormit. Agatha soupira bruyamment. La vérité, c'était qu'elle s'ennuyait à mourir. Depuis que son agence de détective traversait une période de calme plat, les habitants des Cotswolds semblant avoir pris la résolution collective de ne commettre aucun adultère ni aucun meurtre depuis Noël, Agatha tournait en rond. James Lacey, son voisin, son ex-mari, et l'objet perpétuel de ses tourments romantiques, était parti pour une semaine à Londres pour discuter avec son éditeur, la laissant seule face à ses démons, le silence et l'absence de validation masculine. C'est cet ennui pernicieux, combiné à une suggestion bienveillante mais mal avisée de l'épouse du pasteur, qui l'avait conduite à prendre la pire décision de son hiver. « Vous devriez venir au cercle de tricot, Agatha », avait dit Madame Blocksby de sa voix douce quelques jours plus tôt, alors qu'elle prenait le thé au presbytère. « Cela vous ferait du bien de socialiser un peu, et Mrs. Felbridge est une experte. Elle pourrait vous apprendre. » La patience. La patience n'était pas une vertu qu'Agatha cultivait. Elle préférait l'action, les résultats immédiats et, si possible, les éloges. Mais l'idée de passer une autre soirée seule à regarder des émissions de télé-réalité tout en mangeant des plats surgelés lui paraissait insupportable. Et puis, se disait-elle, tricoter ne pouvait pas être si difficile. C'était juste faire des nœuds avec des bâtons, non ? Elle vida son verre d'un trait, enfila son manteau de pluie le plus élégant et sortit affronter le déluge. La salle paroissiale sentait la poussière, la cire à parquet et la laine humide. Une douzaine de femmes étaient assises en cercle sur des chaises pliantes en métal, leurs aiguilles cliquetant comme une armée de cigales mécaniques. Au centre de ce dispositif trônait Mrs. Edith Felbridge. Si le tricot avait été une monarchie, Edith Felbridge en aurait été la reine incontestée, et une reine tyrannique de surcroît. C'était une femme massive, vêtue de tweed de la tête aux pieds, avec une poitrine imposante qui servait de reposoir à ses ouvrages en cours. Elle avait des yeux petits et perçants, capables de repérer une maille sautée à 3 mètres de distance, et une voix qui portait comme le clairon d'un régiment. « Bonsoir, Agatha », lança Edith, sans lever les yeux de son ouvrage, un pull complexe aux motifs torsadés. « Vous êtes en retard. La ponctualité est la politesse des rois. Et apparemment, l'oubli des anciennes attachées de presse. » Agatha sentit la chaleur lui monter aux joues.
Elle détestait qu'on lui fasse la leçon, surtout devant un public. Elle repéra une chaise vide à côté de Doris Blunt, une petite femme effacée qui semblait toujours s'excuser d'occuper de l'espace sur Terre. « Désolée », dit Agatha sèchement en s'asseyant. « Le temps est épouvantable. »« Le temps est le même pour tout le monde, Mrs. Raisin, » rétorqua Edith. « Sortez vos aiguilles. Voyons ce que vous avez produit depuis la semaine dernière. J'espère que c'est mieux que ce chiffon que vous nous avez montré la dernière fois. » Un silence gêné tomba sur la salle. Mrs. Norris, la femme du vicaire, se concentra intensément sur son écharpe bleue, tandis que Jenny Pritchard, une jeune femme blonde et jolie qui tenait la boutique de loisirs créatifs du village, lançait à Agatha un regard compatissant qui l'agaça plus que l'insulte elle-même. Agatha sortit son œuvre de son sac. C'était censé être le début d'un bonnet, mais cela ressemblait davantage à un nid d'oiseau qui aurait subi une attaque nucléaire. Edith tendit une main impérieuse, s'empara de l'ouvrage d'Agatha et le souleva comme s'il s'agissait d'une preuve à charge dans un procès pour incompétence. « Regardez-moi ça », déclara Edith à la cantonade. « C'est une insulte à la laine. Vous avez serré vos mailles comme si vous essayiez d'étrangler quelqu'un. Agatha, cela révèle beaucoup de choses sur votre psychologie. Ne trouvez-vous pas ?» Quelques rires nerveux fusèrent. Agatha serra les dents si fort qu'elle crut entendre une molaire craquer. « Je débute, Edith !» dit-elle d'une voix tremblante de rage contenue. « Tout le monde n'a pas passé les 50 dernières années à ne rien faire d'autre que tricoter des chaussettes. » L'atmosphère se refroidit de plusieurs degrés. Edith reposa l'ouvrage d'Agatha sur ses genoux avec un mépris évident. Certaines personnes ont des dons, d'autres non. « Jenny, ma chère, montrez-nous votre progression sur ce gilet. » Jenny Pritchard s'avança timidement. Elle était tout ce qu'Agatha n'était pas. Jeune, douce et manifestement douée de ses 10 doigts. Edith examina le travail de Jenny avec une moue critique. « La tension est inégale, » décréta Edith. « Et vous avez choisi une couleur qui ne flatte pas votre teint, ma pauvre enfant. Ce jaune moutarde vous donne l'air d'avoir la jaunisse. Mais je suppose que c'est ce qui se vend dans votre petite boutique ces temps-ci ?» Jenny rougit violemment et reprit sa place, les yeux brillants. « C'est une commande pour une cliente, » murmura-t-elle. « Peu importe, » coupa Edith. « Si vous voulez mon avis, et vous devriez le vouloir car c'est le seul qui compte ici, vous devriez vous concentrer sur des choses plus simples, comme votre vie sentimentale par exemple. J'ai entendu dire que le fils du boucher avait été vu en train de quitter votre appartement à une heure bien tardive. » Un murmure parcourut l'assemblée. C'était là le véritable pouvoir d'Edith Felbridge. Le tricot n'était qu'un prétexte. Sa véritable passion était la dissection chirurgicale de la vie privée de ses voisines. Elle régnait par la terreur et l'humiliation. Agatha en avait assez. Elle fourra sa pelote de laine et ses aiguilles dans son sac avec violence. « J'ai une migraine », annonça-t-elle en se levant. « Je rentre. »« C'est cela, fuyez », dit Edith avec un petit rire satisfait. La persévérance n'est pas donnée à tout le monde. N'oubliez pas la répétition générale pour la vente de charité demain après-midi. Essayez d'être à l'heure. Agatha, et par pitié, ne touchez à rien de fragile. Agatha sortit de la salle paroissiale en claquant la porte, le cœur battant la chamade. La pluie lui fouetta le visage, mais elle ne la sentait même pas, tant sa colère la réchauffait. Cette femme était un monstre, une brute en cardigan. Si quelqu'un méritait d'être étranglé avec une pelote de mohair, c'était bien Edith Felbridge. En marchant d'un pas lourd vers son cottage, elle passa devant le pub, le Red Lion. La lumière chaude, qui filtrait à travers les vitres embuées, était tentante. Mais elle n'avait pas envie de voir du monde. Elle voulait juste rentrer, se verser un autre verre et imaginer des scénarios où Edith serait victime d'un terrible accident de tricot. Cependant, en passant devant le presbytère, elle entendit des voix. Elle s'arrêta, son instinct de fouineuse prenant le dessus sur sa mauvaise humeur. C'était la voix de Jenny Pritchard, et elle semblait pleurer. « Je ne peux plus supporter ça », disait Jenny. « Elle ruine tout. Elle fait fuir mes clients avec ses commérages et maintenant elle s'attaque à ma réputation devant tout le village. » Une voix masculine, basse et apaisante, lui répondit « Ne l'écoutez pas, Jenny. C'est une vieille femme aigrie. Personne ne prend ses venins au sérieux. » Agatha se figea. Elle connaissait cette voix. C'était celle de James Lacey. Elle s'approcha doucement de la haie qui bordait le jardin du presbytère et risqua un coup d'œil. Sous la lumière jaune d'un réverbère, elle vit James. Il était rentré de Londres plus tôt que prévu et il tenait les mains de Jenny Pritchard. Il lui souriait avec cette gentillesse exaspérante
qu'il réservait généralement aux animaux blessés et aux femmes en détresse. Une catégorie à laquelle Agatha détestait appartenir. « Vous êtes très talentueuse, Jenny », continuait James, « et très courageuse. » La jalousie, froide et coupante, transperça Agatha. Ainsi, pendant qu'elle se faisait humilier publiquement pour ses talents médiocres de tricoteuse, James jouait les chevaliers servantes auprès de la jolie marchande de laine. C'était trop injuste. Agatha fit demi-tour et s'éloigna à grands pas, ses talons claquant furieusement sur le trottoir mouillé. Elle détestait le tricot, elle détestait l'hiver, elle détestait Edith Felbridge. Et pour le moment, elle détestait James Lacey. De retour chez elle, elle fut accueillie par Boswell qui frotta sa tête contre ses chevilles, réclamant son dîner. « Tu es le seul homme fiable dans ma vie », dit Agatha en ouvrant une boîte de pâté au saumon. « Et encore, c'est parce que je te nourris. » Elle passa le reste de la soirée à ruminer, faisant les 100 pas dans son salon. Elle ne pouvait pas laisser Edith gagner. Si elle abandonnait le club maintenant, elle confirmerait tout ce que la vieille harpie avait dit. Non, elle irait à cette répétition demain. Elle ferait face. Et elle découvrirait, être un secret sur Edith qui lui permettrait de lui clouer le bec une bonne fois pour toutes. Le lendemain, le temps ne s'était pas amélioré, mais l'ambiance dans la salle paroissiale était électrique. C'était la répétition générale pour la grande vente de charité annuelle, un événement que Edith Felbridge organisait avec la précision d'une campagne militaire. Des tables étaient dressées, couvertes de nappes blanches, prêtes à recevoir les gâteaux, les confitures et, bien sûr, les tricots. Agatha arriva avec 5 minutes d'avance, déterminée à être irréprochable. La salle était déjà en effervescence. Mrs. Norris disposait des pots de chutney avec anxiété. Doris Blunt installait des chaises en rangée, le dos courbé, comme si elle s'attendait à recevoir un coup. Jenny Pritchard était là aussi, les yeux rouges et cernés, évitant le regard de tout le monde, et particulièrement celui d'Agatha. Edith trônait sur l'estrade, assise dans son grand fauteuil habituel, une tasse de thé à la main et son sac de tricot à ses pieds. Elle donnait des ordres à une bénévole terrifiée. « Non, pas là, idiote. Mettez les fleurs près de l'entrée. On dirait que vous n'avez jamais vu un bouquet de votre vie. » Agatha prit une grande inspiration et s'approcha de l'estrade. Elle allait se comporter en dame, digne et froide. « Bonjour, Edith, » dit-elle. « Où voulez-vous que je me mette ?» Edith ne répondit pas. Elle semblait fixer un point invisible sur le mur du fond, la bouche légèrement ouverte. Sa tête bascula soudainement en avant, le menton touchant sa poitrine opulente. « Edith ?» répéta Agatha un peu plus fort. « Ne m'ignorez pas, c'est impoli. » Toujours aucune réponse. La tasse de thé glissa des mains d'Edith et se fracassa sur le sol en bois, répandant une flaque brune et fumante qui lécha ses chaussures orthopédiques. Le bruit de la porcelaine brisée figea la salle entière. « Mrs. Felbridge » appela Mrs. Norris d'une voix suraiguë. Agatha, poussée par une intuition glaciale, monta sur l'estrade. Elle posa une main sur l'épaule d'Edith. Le corps de la matrone bascula lentement sur le côté, comme un sac de pommes de terre mal empilé, et s'affaissa contre la coudoir du fauteuil. Ses yeux étaient grands ouverts, vitreux, fixant le néant avec une expression de surprise totale. Sur ses genoux, son ouvrage de tricot était intact. Mais Agatha, dont l'œil était habitué à repérer les détails incongrus, remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. Le grand sac de laine à ses pieds était ouvert, et parmi les pelotes de fil rouge et gris, le goulot d'une petite fiole en verre dépassait, brillant sous la lumière crue des néons. Agatha se pencha et approcha son visage de celui d'Edith. Une odeur faible, mais distincte d'amande amère flottait au-dessus de l'arôme du thé Earl Grey. Agatha se redressa et fit face à la salle silencieuse où tous les visages étaient tournés vers elle, pâles et effrayés. « Je crois, » dit Agatha d'une voix qui se voulait calme, mais qui trahissait une pointe d'excitation morbide, « que la vente de charité va devoir être annulée. » Edith est morte. Quelqu'un hurla. C'était Doris Blunt. Et tandis que le chaos commençait à s'emparer de la salle paroissiale de Carcely, Agatha Raisin sentit, malgré l'horreur de la situation, ce frisson familier et coupable de l'adrénaline. L'ennui était officiellement terminé. Chapitre 2. Mailles coulées et langue déliée. Le chaos qui suivit la chute spectaculaire d'Edith Felbridge n'avait rien de la dignité silencieuse que l'on est en droit d'attendre d'un décès survenu dans une salle paroissiale.
C'était plutôt une cacophonie de hurlements, de bris de vaisselle et de spéculations hystériques, le tout orchestré par la voix perçante de Doris Blunt, qui semblait avoir oublié qu'elle possédait des poumons jusqu'à cet instant précis. « Elle est morte. Elle est morte !» hurlait Doris, recroquevillée sur sa chaise comme un hérisson effrayé. Agatha Raisin, qui avait déjà vu plus de cadavres que la moyenne des habitants du Gloucestershire, conserva un calme relatif. Elle recula de quelques pas pour ne pas contaminer la scène, tout en gardant un œil d'aigle sur le sac de tricot renversé. « Arrêtez de brailler, Doris !» claqua Agatha. « Vous n'aidez personne. Mrs. Norris, appelez la police et le docteur immédiatement. Et que personne ne sorte. » Mrs. Norris, pâle comme un linge lavé trop souvent, hocha la tête frénétiquement et se précipita vers le téléphone du bureau de la paroisse, ses talons trébuchant sur le parquet ciré. Jenny Pritchard restait figée près de la table des confitures, les mains plaquées sur sa bouche. Elle ne criait pas, mais ses yeux étaient écarquillés par une terreur qui semblait aller au-delà du simple choc. Agatha nota mentalement que la jeune femme regardait non pas le corps d'Edith, mais le sac de laine où la fiole brillait encore. 10 minutes plus tard, les sirènes déchirèrent la tranquillité pluvieuse de Carceli. Le sergent Bill Wong entra dans la salle, l'air à la fois professionnel et fataliste. Il balaya la scène du regard et, inévitablement, ses yeux se posèrent sur Agatha. « Agatha », soupira-t-il en s'approchant, « pourquoi faut-il toujours que vous soyez là ?»« Je suis une citoyenne engagée, Bill », répliqua-t-elle en croisant les bras. « Et accessoirement, je suis celle qui a découvert le corps. C'est du poison, Bill. Ça sent l'amande amère à plein nez. Cyanure, si je ne m'abuse. » Bill fronça les sourcils et s'accroupit près du corps d'Edith. Il renifla discrètement, puis fit signe à 2 agents en uniforme d'éloigner les curieux. « Laissez-nous faire notre travail, Agatha. Reculez, s'il vous plaît, et ne touchez à rien. J'ai vu une fiole dans son sac, » chuchota Agatha avec insistance. « Juste là, entre la pelote rouge et la grise. Quelqu'un l'a glissée là. Edith n'était pas du genre à se suicider. Elle aimait trop pourrir la vie des autres pour renoncer à ce plaisir. » Bill se releva et la regarda avec cette expression de patience infinie qui caractérisait leur relation. « Nous allons examiner tout cela. Allez vous asseoir avec les autres dames. Je prendrai votre déposition dans un moment. » Agatha obéit à contre-cœur et rejoignit le petit groupe de tricoteuses traumatisées qui s'étaient regroupées au fond de la salle. L'ambiance était lourde, chargée de non-dits. Mrs. Norris était revenue, un mouchoir pressé contre son nez, et murmurait des prières. Doris Blunt avait cessé de hurler pour se mettre à hoqueter bruyamment. « C'est terrible !» murmura une dame âgée, Mrs. Bloy. « Qui aurait pu vouloir du mal à Edith ? Elle était si... dévouée !» Agatha faillit s'étouffer. « Dévouée ? Elle était aussi aimable qu'un cactus !» rétorqua-t-elle à voix basse. « Ne jouons pas aux hypocrites maintenant qu'elle est froide. » La moitié du village rêvait de lui faire avaler ses aiguilles à tricoter. Jenny Pritchard sursauta, comme si Agatha l'avait giflée. « Ne dites pas ça, Mrs. Raisin, » dit-elle d'une voix tremblante. « C'est irrespectueux ?» ?»« C'est la vérité, » dit Agatha en la fixant droit dans les yeux. « Et la vérité a une fâcheuse tendance à ressortir quand la police s'en mêle. Vous étiez en train de vous disputer avec elle hier, n'est-ce pas, Jenny ?» Le visage de la jeune femme devint livide. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Oh, je crois que si. Et je crois que Bill Wong sera très intéressé de l'apprendre. » Avant que Jenny ne puisse répondre, Bill s'approcha d'elle, carnet en main. L'interrogatoire commença, méthodique et ennuyeux, du moins jusqu'à ce qu'il arrive à Jenny. Agatha tendit l'oreille, faisant semblant d'examiner une tache imaginaire sur sa manche. « Miss Pritchard, » demanda Bill doucement, « avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel chez Mrs. Felbridge aujourd'hui ?»« Non, non, rien, » bégaya Jenny. Elle était comme d'habitude, exigeante. « Mrs. Raisin mentionne une dispute entre vous et la victime hier soir, » continua Bill, lançant un regard noir à Agatha qui lui fit un sourire innocent. Jenny tritura le bord de son gilet jaune moutarde, celui-là même qu'Edith avait critiqué la veille. Ce n'était pas une dispute, elle n'aimait pas ma façon de gérer ma boutique, c'est tout. Elle a dit que vous aviez des mœurs légères, intervint Agatha. Et elle menaçait votre réputation. Agatha, tonna Bill, taisez-vous ou je vous fais évacuer pour obstruction. Agatha se tut, mais le mal était fait. Jenny fondit en larmes, ce qui, aux yeux d'Agatha, était soit un signe de culpabilité, soit une tentative pathétique d'attirer la sympathie des hommes présents.
Dans les deux cas, c'était suspect. 1 heure plus tard, Agatha fut enfin autorisée à quitter les lieux. La pluie avait cessé, laissant place à un crépuscule humide et brumeux. Au lieu de rentrer directement chez elle, elle se dirigea vers le Red Lion. Elle avait besoin d'un verre et surtout, elle avait besoin de prendre la température du village. Le pub était bondé. La nouvelle de la mort d'Edith s'était répandue plus vite qu'une épidémie de grippe. Dès qu'Agatha franchit la porte, les conversations cessèrent brusquement, puis reprirent sur un ton de murmure conspirateur. Elle se fraya un chemin jusqu'au bar et commanda un double gin tonic. Autour d'elle, le chœur de Carceli était en pleine représentation. « J'ai entendu dire qu'elle avait moussé à la bouche », disait le vieux Berthe près de la cheminée. « Comme un chien enragé. »« N'importe quoi, Berthe, répondit la postière. C'était le cœur. Elle avait trop de cholestérol à force de manger des scones. Moi je dis que c'est un coup monté, intervint une femme que Agatha reconnut comme étant l'une des membres du comité des fêtes. Vous savez qu'elle tenait une liste noire. Elle notait tous ceux qui ne donnaient pas assez pour la quête. Elle menaçait de la publier dans le bulletin paroissial. Agatha tendit l'oreille, sirotant son gin. Une liste noire ? Voilà qui était intéressant. Edith Felbridge ne se contentait pas de juger les tricots, elle tenait les comptes des péchés du village. Et cette petite Jenny chuchota une autre voix. On dit que la police a trouvé de la laine de sa boutique dans le sac d'Edith. De la laine empoisonnée. Allons donc. Comment on empoisonne de la laine ? Par osmose, affirma doctement le vieux Bert. Ça passe par les doigts. Agatha leva les yeux au ciel. Le niveau scientifique du Red Lion laissait à désirer, mais l'instinct de la meute était clair. Jenny était déjà condamnée par le tribunal de l'opinion publique. Et curieusement, cela dérangeait Agatha. Non pas qu'elle aimât particulièrement Jenny, mais elle détestait que le village lui vole la vedette en désignant un coupable avant elle. Elle finit son verre et sortit dans la nuit fraîche. En rentrant à son cottage, elle fut accueillie par le confort rassurant de son intérieur. Les lampes étaient allumées sur une minuterie, projetant une lumière dorée sur les murs au ton chaud. Hodge et Boswell l'attendaient dans le couloir, assis côte à côte comme 2 gardiens de temple en peluche. « Vous, au moins, vous ne tuez personne », dit Agatha en se penchant pour caresser la tête de Boswell. « Enfin, à part des souris et des oiseaux, mais on ne va pas vous en tenir rigueur. » Elle ôta son manteau, remplit leur gamelle et se prépara un petit repas simple. Des œufs brouillés sur du pain grillé. Elle s'installa dans son fauteuil préféré, les chats venant immédiatement se lever contre elle, l'un sur ses genoux, l'autre sur le dossier du fauteuil, sa queue chatouillant l'oreille d'Agatha. C'était dans ces moments-là, le silence de la maison seulement troublé par le ronronnement des chats et le tic-tac de l'horloge, qu'Agatha ressentait le plus vivement sa solitude. Elle avait une carrière réussie derrière elle, une jolie maison, de l'argent, mais face à un meurtre et à une nuit d'hiver, elle n'avait que 2 félins pour confidents. « Edith est morte », dit-elle à Hodge qui pétrissait sa cuisse avec conviction. « Et je ne vais pas la pleurer. Mais qui l'a fait ? Jenny a l'air trop... molle. C'est le genre de fille qui pleure devant une publicité pour de la lessive. Le poison, c'est l'arme d'une femme, certes, mais d'une femme froide et calculatrice. » On frappa à la porte. Le cœur d'Agatha fit un bond ridicule dans sa poitrine. Elle repoussa doucement Hodge, remit de l'ordre dans ses cheveux devant le miroir du salon et alla ouvrir. C'était James Lacey. Il avait l'air soucieux, ses beaux traits tirés par la fatigue. « Agatha, dit-il sans préambule, je peux entrer ? » « Bien sûr, James. Je venais de me faire... une tisane ? Tu en veux ?» James entra et refusa l'offre d'un geste de la main. Il fit les 100 pas dans le salon, évitant de regarder Agatha, ce qui était toujours mauvais signe. « J'ai appris pour Edith, dit-il enfin. C'est effroyable. Oui, c'est le mot. Surtout pour la vente de charité, ironisa Agatha. Bill Wong m'a dit qu'ils interrogeaient Jenny Pritchard. Lâcha James en se tournant brusquement vers elle. Agatha, tu ne dois pas les laisser faire une erreur. Jenny est incapable de faire du mal à une mouche. Agatha sentit la moutarde lui monter au nez, une sensation familière et désagréable. Ah, vraiment ? Et depuis quand es-tu un expert en psychologie criminelle, James ? Tu la connais si bien que ça ? Je la connais assez pour savoir qu'elle est douce et gentille. Elle est terrorisée. Bill m'a dit que tu l'avais pratiquement accusée devant tout le monde. Pourquoi es-tu toujours aussi vindicative ? Vindicative ? S'étrangla Agatha. Je suis réaliste. Elle avait un mobile. Edith voulait détruire son commerce et sa réputation. Et devine quoi, James ?
On a trouvé une fiole dans le sac d'Edith, juste à côté d'une pelote qui venait sûrement de la boutique de Jenny. C'est circonstanciel, s'emporta James. Tu t'acharnes sur elle parce qu'elle est jeune et jolie, c'est ça? Le silence qui suivit fut lourd et glacé. Agatha se sentit blessée, profondément, cruellement. Que James puisse penser qu'elle n'était qu'une vieille jalouse l'atteignait plus que n'importe quelle insulte d'Edith. « Sors de chez moi, James ?» dit-elle d'une voix blanche. « Oh, Gottroyer ?»« Schorsch. » James la regarda un instant, sembla vouloir ajouter quelque chose, puis secoua la tête et sortit, refermant la porte doucement derrière lui. Agatha resta debout au milieu de son salon, tremblante de rage. Boswell s'approcha et émit un petit miaulement interrogateur. « Il la défend, » murmura Agatha, les larmes aux yeux. « Il la défend contre moi. » Elle s'essuya les yeux d'un revers de main rageur. La tristesse fit place à une détermination froide et dure comme de l'acier. « Très bien, James Lacey. Tu crois qu'elle est innocente? Je vais te prouver le contraire. Je vais trouver qui a tué cette harpie d'Edith. Et si c'est ta précieuse Jenny, je me ferai un plaisir de lui passer les menottes moi-même. » Elle alla chercher son carnet de notes et un stylo. Elle s'assit, Hodge revenant se blottir contre elle comme pour approuver son changement d'humeur. « Suspect », écrivit-elle en lettres capitales. « It's one. Jenny Pritchard mobile. Vengeance, commerce. 2. Doris Blunt mobile, humiliation constante. 3. Mrs. Norris mobile. Secret de paroisse. 4. Le mari d'Edith? Est-il seulement vivant? À vérifier. Elle souligna le nom de Jenny 3 fois. La guerre était déclarée et Agatha Raisin n'avait jamais perdu une guerre. Sauf peu, être celle contre ses propres sentiments, mais ça, c'était une autre histoire. Pour l'instant, il y avait un meurtre à résoudre et une rivale à éliminer. Chapitre 3. Des secrets bien tricotés. Le lendemain matin, Agatha s'éveilla avec la désagréable impression d'avoir avalé une pelote de laine angora. Sa tête bourdonnait, conséquence directe des 3 gin tonics de la veille, et son humeur était aussi sombre que le ciel bas qui pesait sur les Cotswolds. Elle se traîna hors du lit, jeta un coup d'œil dévastateur à son reflet dans le miroir de la coiffeuse et grimaça. Les cernes sous ses yeux ressemblaient à des valises prêtes pour un long voyage, et ses cheveux partaient dans des directions qu'aucune loi de la physique ne semblait pouvoir expliquer. « Je suis une épave », déclara-t-elle à Boswell, qui la regardait depuis le rebord de la fenêtre avec une indifférence royale. Une épave abandonnée par l'homme qu'elle aime pour une vendeuse de laine pleurnicheuse. Cette pensée suffit à la galvaniser. Elle ne laisserait pas James Lacey avoir le dernier mot. Elle allait prouver que Jenny Pritchard était une meurtrière, même si elle devait pour cela retourner chaque pierre de Carceli. Après une douche brûlante et une application généreuse de maquillage, elle força un peu sur le fond de teint pour masquer les ravages de la nuit. Elle descendit à la cuisine. Elle avala un café noir, donna à manger au chat et attrapa son téléphone portable. Elle composa le numéro de Tony Gilmore, sa jeune et brillante assistante. Tony, avec sa beauté fraîche et son efficacité redoutable, avait tendance à agacer Agatha autant qu'elle lui était indispensable. « Agence de détective Raisin, bonjour », répondit la voix claire de Tony dès la première sonnerie. « C'est moi », grogna Agatha. « Laisse tomber la politesse. J'ai du travail pour toi. »« Bonjour Agatha. Je suppose que c'est à propos de la mort d'Edith Felbridge. Tout le village ne parle que de ça. Bill Wong est déjà passé à l'agence ce matin pour nous demander de ne pas interférer. » Bill est un rabat-joie, balaya Agatha. Écoute-moi bien, je veux tout savoir sur Jenny Pritchard. Ses finances, ses relations, ses antécédents. Je veux savoir si sa boutique est en faillite. Edith menaçait son commerce, c'est un mobile classique. Jenny, la fille de la boutique de laine, elle a l'air si inoffensive aux Atonies. C'est ce qu'ils disent tous avant de retrouver de l'arsenic dans leur thé, coupa Agatha. Fais ce que je te dis, et sois discrète. Je ne veux pas que James sache que je fouine. Entendu. Autre chose? Oui. Renseigne-toi sur les comptes de la paroisse. J'ai entendu des rumeurs sur une liste noire et des dons forcés. Edith gérait l'argent de la vente de charité. Voyons si les comptes tombent justes. Agatha raccrocha avec un sentiment de satisfaction. Elle avait lancé les chiens. Maintenant, il lui fallait des renseignements de terrain. Et pour cela, il n'y avait qu'une seule adresse, le presbytère. Elle enfila son manteau, prit son parapluie et sortit. La pluie avait cessé, mais l'air était humide et froid, imprégnant les eaux. En traversant le village, elle nota l'atmosphère fébrile. Devant la boutique de Jenny, le rideau était baissé, avec un petit écriteau manuscrit. «
fermé pour cause de deuil. Tu parles ? Marmonna Agatha. Fermé pour cause d'interrogatoire de police. Oui, elle arriva au presbytère et frappa à la porte arrière, comme c'était son habitude. Madame Blocksby lui ouvrit presque immédiatement, vêtue d'une robe en laine grise et d'un tablier à fleurs. Son visage, habituellement si serein, était marqué par le souci. « Agatha, je me doutais que vous viendriez. Entrez vite, l'eau est en train de bouillir. » La cuisine du presbytère était l'endroit le plus réconfortant de Carcely. Elle sentait le pain grillé, la cire d'abeille et la sainteté domestique. Agatha s'assit à la grande table en bois, acceptant avec gratitude la tasse de thé fumante que son amie lui tendit. « C'est une affaire terrible, Mrs. Raisin, » commença Madame Blocksby en s'asseyant face à elle. « Le village est sens dessus-dessous. Le pauvre Alf, le mari d'Edith, est complètement anéanti. Il ne savait même pas comment faire fonctionner la machine à laver. Alf a toujours été une carpette, dit Agatha sans charité. Edith le menait à la baguette. Il peut être soulagé, au fond. Agatha, ne soyez pas cynique, c'est un moment de tragédie. Mais je dois avouer que l'ambiance au cercle de tricot était devenue toxique ces derniers temps. Agatha posa sa tasse. C'était l'ouverture qu'elle attendait. Toxique comment ? J'ai vu comment elle traitait Jenny et Doris. Mais y avait-il autre chose ? Madame Blocksby hésita, tournant sa tasse entre ses mains. Elle n'aimait pas colporter des ragots, mais son sens de la justice l'emportait souvent sur sa discrétion. Il y a un détail qui me chiffonne. Agatha, vous souvenez-vous de ce que Edith tricotait ? Pas le pull qu'elle avait sur les genoux quand elle est partie. Mais son grand projet ? Agatha fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. Unchele ? Exactement. Un châle en dentelle de Shetland. Une pièce magnifique, d'une complexité inouïe. Elle utilisait une laine noire très fine, importée à grands frais. Elle disait que c'était son chef-d'œuvre pour la vente de charité. Elle ne le quittait jamais. Elle l'avait dans son sac à chaque réunion. Et alors ? Alors ? Dit Madame Blocksby en baissant la voix. Il n'était pas dans son sac hier soir. Quand la police a inventorié ses affaires, j'étais là pour soutenir Mrs. Norris. Ils ont sorti les pelotes, les aiguilles, cette terrible fiole, mais pas de châle noir. Agatha sentit son instinct de chasseur s'éveiller. Un châle disparu. Pourquoi un meurtrier volerait-il un tricot ? Peut être parce qu'il contenait quelque chose, suggéra Madame Blocksby. Ou peut être qu'il a été taché. Edith était très possessive avec ce châle. Si quelqu'un l'avait touché, ou si elle l'avait donné à quelqu'un. Non, Edith ne donnait rien, elle vendait. Agatha réfléchit à toute vitesse. Un objet manquant sur une scène de crime était toujours crucial. « Et Mrs. Norris ?» demanda Agatha. Elle avait l'air au bord de la crise de nerfs hier, plus que de raison pour une simple témoin. Le visage de Madame Blocksby s'assombrit. Vera Norris est une femme très nerveuse. Elle vit dans la peur de ne pas être à la hauteur de sa tâche d'épouse de vicaire. Edith le savait et, disons qu'Edith aimait lui rappeler ses moindres faux pas. J'ai entendu dire qu'Edith tenait un carnet. Elle notait tout. Les petites erreurs, les oublis, les confidences lâchées par inadvertance. Le fameux carnet noir triompha Agatha. On en parlait au pub hier. C'était donc vrai. Du chantage ? Je ne dirais pas chantage, Agatha, c'est un mot très fort. Mais une forme de pression sociale ? Certainement. Vera était terrifiée que le vicaire apprenne certaines choses. Rien de grave, je vous assure, peut être une petite dette de jeu au bingo ou un chéri de trop l'après-midi. Mais pour Vera, c'était la fin du monde. Agatha termina son thé d'un trait. « Merci mon ami, vous êtes une mine d'or. Je dois aller voir Mrs. Norris. Agatha, soyez douce avec elle, la supplia Madame Blocksby. Elle est fragile. Je serai douce comme un agneau, mentit Agatha en se levant. Elle quitta le presbytère et se dirigea vers la maison du vicaire, située juste derrière l'église. Le jardin était mal entretenu, contrastant avec la rigueur militaire des parterres d'Edith. Agatha frappa à la porte d'entrée. Pas de réponse. Elle insista, frappant plus fort. Elle entendit un bruit à l'intérieur, comme quelque chose qui tombait. Elle contourna la maison pour regarder par la fenêtre du salon. À l'intérieur, Mrs. Norris était à genoux devant la cheminée. Elle ne priait pas. Elle essayait frénétiquement d'allumer un feu, entassant des papiers dans l'âtre avec des mains tremblantes. Agatha n'hésita pas. Elle essaya la porte de derrière. Elle était ouverte. Elle entra dans la cuisine et se précipita dans le salon. « Bonjour, Vera », lança-t-elle d'une voix forte. « Un peu tout pour un feu de cheminée, non ?
Mrs. Norris poussa un petit cri étranglé et se retourna, laissant tomber une boîte d'allumettes. Elle était en robe de chambre, les cheveux en désordre. « Mrs. Raisin, vous m'avez fait peur. J'avais froid. » Agatha s'approcha de la cheminée. Dans l'âtre, parmi les bûches mal disposées, elle vit ce que Vera essayait de brûler. Ce n'était pas du bois d'allumage ordinaire. C'étaient des pages de papier arrachées, couvertes d'une écriture manuscrite serrée et anguleuse. Et sous les papiers, dépassant à peine, un coin de tissu noir, fin comme une toile d'araignée. « C'est le châle d'Edith, n'est-ce pas ?» demanda Agatha doucement. Vera Norris s'effondra en larmes sur le tapis. « Je ne l'ai pas tué, je vous jure que je ne l'ai pas tué, je voulais juste le récupérer. » Agatha s'accroupit près d'elle, oubliant un instant son cynisme. « Récupérer quoi, Vera ? Le châle ? Non, le carnet, elle l'avait caché dans le châle. Elle avait roulé le carnet à l'intérieur de la pelote de laine noire, au centre de l'ouvrage. Elle m'a dit « Tant que je tricote, tes secrets sont au chaud, Vera. Mais si tu m'ennuies, je déroule tout. » Agatha sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était diabolique et brillant. Cacher ses secrets au cœur même de son passe-temps public. Alors, quand elle est morte, continua Vera, hoquetant, j'ai paniqué. Pendant la confusion, quand tout le monde criait, j'ai vu le sac renversé. J'ai vu la laine noire. J'ai attrapé le châle et la pelote et je les ai fourrés sous mon gilet. Je voulais juste détruire le carnet. Et vous l'avez fait ? Demanda Agatha en regardant les pages noircies dans l'âtre. J'ai commencé, mais je n'ai pas pu tout brûler. J'avais trop peur que Bill arrive. Agatha tendit la main et sortit les papiers restants de la cheminée avant qu'une étincelle ne les atteigne. Elle les lissa. L'écriture d'Edith était aussi pointue que sa personnalité. Elle lut quelques lignes au hasard. Jenny P, dette importante auprès de la banque. Vu le conseiller financier sortir de chez elle en pleurant de rire ou de désespoir. Achat de stock non déclaré, à vérifier. Doris B a volé des biscuits à la réunion de mardi. Pathétique. James L, vu en conversation intime avec Jenny P, il lui a donné une enveloppe. De l'argent ? Pourquoi ? Le cœur d'Agatha s'arrêta un instant. James, donnant de l'argent à Jenny, elle se tourna vers Vera, son regard durcissant. Vera, écoutez-moi. Vous n'avez pas tué Edith, je vous crois. Vous n'avez pas l'estomac pour ça. Mais vous avez altéré une scène de crime et volé des preuves. Si Bill l'apprend, vous irez en prison. Vera gémit, se balançant d'avant en arrière. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Taisez-vous. Je ne dirai rien à Bill pour l'instant, mais à une condition. Vous me donnez tout ce qui reste du carnet. Et le châle. Prenez-le, prenez tout. Je ne veux plus jamais voir ça. Agatha ramassa le tas de papier et le tissu noir froissé. Elle fourra le tout dans son grand sac à main. Une dernière chose, Vera. Avez-vous vu quelqu'un d'autre près du sac d'Edith avant qu'elle ne meure ? Quelqu'un qui aurait pu y glisser la fiole ? Vera renifla, essayant de se concentrer. Je ne sais pas. Il y avait tant de monde autour de la table. Doris installait les chaises juste à côté. Et Jenny est venue apporter des fleurs pour l'estrade juste avant qu'Edith n'arrive. Jenny, répéta Agatha. Toujours Jenny. Elle se releva, dominant la femme du vicaire de toute sa hauteur. Lavez-vous le visage, Vera. Et pour l'amour du ciel, ne brûlez rien d'autre, vous allez mettre le feu à la maison. Si Bill vous pose des questions, vous ne savez rien du carnet. Vous avez juste paniqué. C'est compris ? Vera hocha la tête, soumise. Agatha sortit du presbytère, son sac lourd de secrets. La pluie recommençait à tomber, une brune fine et pénétrante. Elle avait une preuve que Jenny avait un mobile financier sérieux et que James était impliqué d'une manière ou d'une autre avec elle. Une enveloppe ? De l'argent ? Était-ce pour payer les dettes de Jenny ? James jouait-il au sauveur riche et bienveillant pendant qu'il ignorait Agatha ? La jalousie lui brûlait l'estomac plus fort que le gin. Elle sortit son téléphone et rappela Tony. « Tony, changement de plan. Je veux que tu surveilles James. Je veux savoir où il va, qui il voit, et surtout s'il retourne voir Jenny. Surveiller James ? Mais Agatha, c'est votre voisin et votre ex-mari. Justement, c'est pour ça qu'il ne se méfiera pas de toi. Fais-le. » Agatha raccrocha et se dirigea vers sa voiture. Elle avait besoin de voir ce banquier mentionné dans le carnet. Si Jenny était fauchée, peut être qu'elle avait tué Edith pour l'empêcher de révéler sa faillite avant la vente de Charité. C'était un mobile solide. Mais au fond d'elle, une petite voix lui soufflait que ce n'était pas seulement pour la justice qu'elle se battait. C'était pour
prouver à James qu'il avait tort de miser sur la mauvaise femme. Et Agatha Raisin détestait avoir tort. Chapitre 4. Des dettes et des doutes. La route vers Mircester était noyée sous un brouillard si épais qu'il semblait vouloir avaler la voiture de sport d'Agatha tout entière. Conduire dans les Cotswolds en hiver s'apparentait souvent à naviguer dans un bol de soupe aux pois froides, mais l'humeur d'Agatha était telle qu'elle aurait traversé un ouragan pour obtenir des réponses. Son esprit tournait en boucle autour des notes griffonnées par la défunte Edith Felbridge. Jenny P. Dette importante, c'était le levier dont elle avait besoin. Si Jenny était acculée financièrement, la menace d'Edith de révéler sa situation à la banque ou aux fournisseurs aurait pu signer l'arrêt de mort de sa petite boutique chérie. Et pour une commerçante passionnée, c'était un mobile suffisant pour glisser une fiole de poison dans un sac de tricot. Agatha gara sa voiture sur la place du marché de Mircester, manquant d'écraser un pigeon trop confiant, et se dirigea vers la banque locale. Elle n'avait pas de rendez-vous. Mais Agatha Raisin ne prenait jamais de rendez-vous, elle prenait d'assaut. Elle demanda à voir le directeur, un certain monsieur Trumbull, en prétextant vouloir discuter de ses propres investissements qui étaient, il faut le dire, substantiels. Une fois assise dans le bureau feutré, face à un homme au visage aussi rond et rose qu'un jambon bien cuit, elle laissa tomber son masque de cliente fortunée. « Je ne suis pas venue parler de mes comptes, monsieur Trumbull, » dit-elle en posant son sac à main sur le bureau avec autorité. « Je suis ici au sujet de Miss Jenny Pritchard. » Le visage de monsieur Trumbull passa du rose jambon au blanc navet en une fraction de seconde. « Madame Raisin, je ne peux discuter des affaires de mes clients. Le secret bancaire est... » « Le secret bancaire ne s'applique pas aux enquêtes pour meurtre, coupa Agatha, bluffant éhontément. La police s'intéresse de très près aux finances de Miss Pritchard. Je travaille en collaboration officieuse avec eux. Vous ne voudriez pas qu'on dise que votre banque a caché des motifs financiers cruciaux, n'est-ce pas ? Monsieur Trumbull desserra son col de chemise. Il transpirait. Je n'ai rien caché. La police ne m'a pas encore interrogé. Mais... disons que la situation de la boutique au fil d'or est préoccupante, très préoccupante. Nous étions sur le point de reconsidérer notre soutien. « Elle est en faillite ?» insista Agatha, ses yeux d'ours brillants d'une lueur prédatrice. « Disons qu'elle avait besoin d'un miracle financier avant la fin du mois, » admit Trumbull à contre-cœur. « Ou d'un mécène très généreux. » Agatha sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Merci, monsieur Trumbull. Vous avez été très utile. » Elle quitta la banque avec la satisfaction d'avoir eu raison. Jenny était au pied du mur. Et le mécène généreux ne pouvait être que James Lacey. Cette pensée lui laissa un goût amer dans la bouche, plus amer que le café tiède de la salle d'attente. James, ruinant ses propres économies pour sauver une jolie blonde qui savait à peine tricoter une maille en droit sans pleurnicher. C'était pathétique. De retour à Carcely, la pluie avait cessé pour laisser place à un vent froid qui secouait les branches nues des arbres. Agatha avait besoin de réconfort, et à défaut d'alcool avant midi, elle opta pour des commérages. Elle se dirigea vers le salon de thé du village, The Tea Cozy, un endroit rempli de napperons en dentelle et de dames qui en savaient plus sur la vie privée de leurs voisins que le Mi 5. Dès qu'elle entra, la clochette de la porte annonça son arrivée. Le silence se fit un bref instant avant que les conversations ne reprennent. Agatha repéra une table libre près de la fenêtre, non loin d'un groupe de 3 femmes qu'elle connaissait bien, les sœurs Treadwell et Madame Bogle, la doyenne du village dont l'ouïe sélective était légendaire. Agatha commanda un thé et un scone, puis tendit l'oreille. Le cœur du village était en pleine action. « C'est un soulagement, si vous voulez mon avis », disait l'une des sœurs Treadwell en beurrant généreusement son scone. Edith était devenue impossible. La semaine dernière, elle a dit à ma nièce que sa tarte aux pommes ressemblait à de la boue séchée. « On ne doit pas dire du mal des morts », réprimanda mollement Madame Bogle. Mais c'est vrai qu'elle avait la dent dure. Cependant, accuser cette pauvre Jenny, c'est de la folie. La police a fouillé sa boutique ce matin, chuchota la deuxième sœur. Ils ont emporté des cartons. Jenny était en larmes sur le trottoir. Heureusement que monsieur Lacey était là pour la soutenir. Il ne l'a pas quittée d'une semelle. Agatha sentit son scone se transformer en pierre, dans son estomac. Monsieur Lacey est un vrai gentleman, opina Madame Bogle. Il a toujours eu le cœur sur la main. On dit qu'il l'aide à payer ses avocats. C'est romantique, non ? Un peu comme dans ces romans que je lisais autrefois. Romantique ? Intervint Agatha, incapable de se retenir plus longtemps. Elle se tourna vers la table voisine.
C'est de la bêtise pure, oui. Jenny Pritchard est suspecte de meurtre. Et James joue les chevaliers servants sans réfléchir. Savez-vous que Jenny était criblée de dettes? Qu'Edith menaçait de tout révéler. Les 3 femmes la dévisagèrent. Choquées. Des dettes? Répéta Madame Bogle. Mais elle a toujours de si jolies laines en vitrine. Les jolies laines coûtent cher, rétorqua Agatha. Et quand on ne vend rien parce qu'on passe son temps à faire les yeux doux aux maris des autres ou aux ex-maris, on fait faillite. Elle se leva, laissa un billet sur la table sans attendre sa monnaie et sortit. Elle avait semé la graine du doute, mais cela ne lui apportait aucune joie. Seulement la confirmation que le village voyait James et Jenny comme un couple tragique et romantique et Agatha comme la méchante sorcière de l'histoire. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était Tony. Agatha, j'ai l'info sur James. Il a fait un retrait important hier matin à Londres, juste avant de revenir. 5 000 livres sterling. En liquide. 5 000 livres, répéta Agatha, sentant sa gorge se serrer. C'est beaucoup d'argent pour un guide de voyage. Et j'ai trouvé autre chose. Jenny Pritchard a un frère. Il travaille dans une pépinière à Evesham. Ils utilisent beaucoup de produits chimiques là-bas. Des pesticides, des fongicides et potentiellement des produits à base de cyanure pour les rongeurs, compléta Agatha. Tony, tu es une perle. Continue de creuser sur le frère. Je vais voir Jenny. Agatha se dirigea vers la boutique au fil d'or. Le rideau était toujours baissé, mais elle vit de la lumière filtrer sous la porte. Elle n'avait pas l'intention de frapper poliment. Elle tourna la poignée. C'était ouvert. L'intérieur de la boutique sentait la lavande et la poussière. Des étagères remplies de pelotes colorées montaient jusqu'au plafond, créant une atmosphère feutrée et étouffante. Au fond du magasin, près du comptoir, 2 silhouettes se tenaient très proches l'une de l'autre. James tenait Jenny par les épaules. Elle pleurait, encore, son visage enfoui dans le revers de la veste en tweed de James. Sur le comptoir, une enveloppe épaisse en papier craft était posée bien en évidence. « C'est bon, Jenny », disait James d'une voix douce. « Tout va s'arranger. Je suis là. » Agatha claqua la porte derrière elle, faisant sursauter le couple. Jenny poussa un petit cri et s'écarta de James comme si elle avait été brûlée. James se tourna vers Agatha, l'expression passant de la sollicitude à l'agacement pur. « Agatha, qu'est-ce que tu fais ici? On ne frappe plus ?» « La porte était ouverte, » dit Agatha froidement. « Tout comme ton portefeuille apparemment. » Elle pointa un doigt accusateur vers l'enveloppe. « 5 000 livres, James? C'est le prix pour acheter l'innocence de nos jours? Ou est-ce juste pour acheter son affection? Tu nous espionnes ?» s'indigna James. « C'est incroyable. Tu es malade, Agatha. Jalousie maladive. Je suis réaliste, » cria Agatha. « Cette fille a un mobile, James. » Edith allait révéler sa faillite. Elle a un frère qui a accès à des poisons. Et maintenant, tu lui donnes de l'argent pour qu'elle puisse... Quoi? S'enfuir? Payer ses dettes pour cacher le mobile? Jenny s'avança, tremblante mais défiante. Je ne voulais pas le tuer. Je ne voulais tuer personne. Le silence tomba dans la boutique, lourd et soudain. Agatha et James la regardèrent, stupéfaits. « Le tuer ?» répéta Agatha lentement. « Tu parles d'Edith ? » « Non !» s'écria Jenny. « Je parle de... » Elle s'interrompit, réalisant ce qu'elle venait de dire. Elle regarda James avec panique. « Jenny, » dit James doucement. « De quoi parles-tu » Jenny recula jusqu'à heurter le comptoir. « De rien. Je suis fatiguée. S'il vous plaît, partez. Tous les deux. »« Je ne pars pas avant d'avoir une explication, » dit Agatha, croisant les bras. « Tu as dit « le tuer », masculin. Qui voulais-tu tuer, Jenny? Ou qui devait mourir? Personne! Sortez! Hurla Jenny, saisissant une paire de ciseaux de couture sur le comptoir. « Sortez ou j'appelle la police !» James s'interposa, levant les mains en signe d'apaisement. « Agatha, on s'en va. Maintenant. » Elle est en état de choc. Il attrapa Agatha par le bras et l'entraîna vers la sortie. Agatha résista un instant, puis céda. Elle avait vu ce qu'elle voulait voir. La peur dans les yeux de Jenny n'était pas celle d'une innocente persécutée. C'était la peur de quelqu'un qui a trop de secrets à gérer. Une fois sur le trottoir humide, James lâcha le bras d'Agatha. « Tu es impossible, » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « Tu as fait peur à cette fille. Elle a peur parce qu'elle cache quelque chose, James. Le tuer. Elle a dit « le ». Edith est une femme. Alors qui est l'homme dans cette histoire? Son frère, Alf Felbridge? Ou peut être toi? James soupira, passant une main dans ses cheveux. Il semblait soudain très las. « Je ne sais pas, Agatha.
Je voulais juste l'aider. Elle me rappelait... Enfin, peu importe. Mais si tu as raison, si elle est dangereuse, alors tu as payé 5000 livres pour te mettre en danger, conclut Agatha, un peu plus doucement. Rentre chez toi, James. Laisse-moi faire mon travail. Je suis douée pour ça, tu sais. Bien plus que pour le tricot. James esquissa un demi-sourire, triste et fugace. C'est vrai, tu es douée pour déterrer la vérité, Agatha. Même quand elle est moche. Surtout quand elle est moche. Il s'éloigna vers son propre cottage, laissant Agatha seule, sous le lampadaire. Elle regarda la boutique au fil d'or. Jenny Pritchard avait menti. Elle avait parlé d'un homme. Agatha rentra chez elle, l'esprit en ébullition. Hodge et Boswell l'accueillirent avec des miaulements affamés. En leur servant leur dîner, Agatha réalisa qu'elle avait oublié de manger. Elle se fit un sandwich au fromage, sans conviction. Tandis qu'elle mâchait, une idée lui traversa l'esprit. Et si le poison n'était pas destiné à Edith? Et si Edith n'était qu'une victime collatérale? Jenny avait dit « le tuer ». Elle repensa à la scène de crime. La fiole dans le sac. La tasse de thé renversée. Mais qui d'autre? Demanda-t-elle à Boswell, qui léchait sa moustache. Qui était la véritable cible? Elle sortit les pages froissées du carnet d'Edith de son sac. Elle relut la note sur Jenny. Vit le conseiller financier sortir de chez elle en pleurant. Agatha attrapa son annuaire. Elle devait trouver qui était ce conseiller financier. Et surtout, elle devait découvrir si Jenny avait un amant qu'elle aurait voulu voir mort. L'enquête ne faisait que commencer, et les mailles étaient décidément très emmêlées. Chapitre 5. Racine amère et jalousie. Le lendemain matin, Agatha se réveilla avec une détermination nouvelle. La pluie avait cessé, remplacée par un ciel d'un bleu pâle et froid, trompeur comme un sourire de politicien. Elle prit un petit déjeuner rapide, du pain grillé brûlé et un café noir, sous le regard inquisiteur de Hodge, qui semblait juger sa tenue. Un pantalon en tweed et un pull rouge vif, choisi pour leur effet intimidant. « Je vais à la chasse, Hodge », lui dit-elle en enfilant ses bottes. Pas aux souris, mais aux rats. Des rats bipèdes qui empoisonnent le thé des vieilles dames. Elle avait une piste, le frère de Jenny. Tony lui avait envoyé les détails par message pendant la nuit. Gary Pritchard travaillait aux pépinières Green Fingers, à quelques kilomètres de Carceli. Un endroit idéal pour se procurer des produits chimiques douteux sans éveiller les soupçons. Mais avant d'affronter le frère, Agatha voulait en savoir plus sur ce fameux conseiller financier qu'Edith avait mentionné dans son carnet noir. Elle appela Tony depuis sa voiture. « Tony, as-tu trouvé le nom du banquier qui sortait de chez Jenny en pleurant ?»« Oui, Agatha. Il s'appelle Julian Fletcher. Il est comptable indépendant à Morton-in-Marsh. Apparemment, il s'occupait de la comptabilité de la boutique Au fil d'or avant que Jenny ne change pour une agence en ligne moins chère. « Julian Fletcher !» répéta Agatha. « Parfait. Je vais lui rendre une petite visite de courtoisie. » Le bureau de Julian Fletcher était situé au-dessus d'une charcuterie, ce qui signifiait que l'escalier sentait le jambon fumé et la poussière. Agatha grimpa les marches et entra sans frapper. Un homme petit, aux cheveux clairsemés et aux lunettes épaisses, sursauta derrière son bureau encombré de dossiers. « Monsieur Fletcher ?» demanda Agatha en refermant la porte derrière elle. « Je suis Agatha Raisin. Je travaille avec la police sur l'affaire du meurtre d'Edith Felbridge. » Ce n'était qu'un demi-mensonge, se justifia-t-elle intérieurement. Bill Wong lui parlait, c'était donc une forme de collaboration. « Oh, mon Dieu !» balbutia Fletcher en ajustant ses lunettes. « La police ? Mais je n'ai rien fait. Je ne fais que des bilans. Je ne suis pas là pour vos bilans, dit Agatha en s'asseyant sur la chaise visiteur sans y être invitée. Je suis là pour Jenny Pritchard. Edith a noté que vous étiez sorti de chez elle en pleurant. Pourquoi ? Fletcher devint écarlate. Il retira ses lunettes et les essuya frénétiquement avec sa cravate. C'était personnel. Jenny est une fille charmante, mais elle est dans une situation impossible. Je l'ai suppliée de déclarer faillite, pour son bien. Mais elle a refusé. Elle a dit qu'elle devait garder la boutique ouverte pour lui. Pour qui ? Demanda Agatha, se penchant en avant comme un prédateur flairant une proie blessée. Pour James Lacey ? James Lacey ? L'écrivain ? Non, pas du tout. Elle parlait de son frère, Gary. C'est lui qui a investi l'argent de l'héritage de leurs parents dans la boutique. Il la tient, comment dire, sous emprise. Il lui réclame de l'argent constamment. C'est pour ça qu'elle ne s'en sort pas. Elle vide la caisse pour payer les dettes de jeu de Gary.
Agatha s'adossa à sa chaise, assimilant l'information. Ainsi, Jenny n'était pas seulement une commerçante incompétente, elle était une victime exploitée par un frère parasite. Cela expliquait les dettes, mais pas le meurtre. Sauf si. Gary était-il au courant des menaces d'Edith ? Demanda-t-elle. Je pense que oui. Jenny lui dit tout. Elle a peur de lui. Si Edith menaçait de fermer la boutique, elle coupait la source de revenus de Gary. Merci, monsieur Fletcher. Vous avez été très éclairant. Si j'étais vous, je changerais de cravate. Celle-ci a des taches de sauce. Agatha laissa le comptable pantois et redescendit l'escalier. Gary Pritchard avait un mobile en béton armé. Il avait besoin de la boutique pour financer ses vices. Edith était un obstacle. Et il travaillait dans une pépinière remplie de poison. L'équation semblait parfaite. Elle reprit sa voiture et se dirigea vers Greenfingers. La pépinière était un vaste complexe de serres en verre étincelant sous le soleil d'hiver. L'air y était lourd et humide, saturé d'odeurs de terreau et d'engrais. Agatha trouva Gary Pritchard dans la serre numéro 3, en train de rempoter des bégonias avec une violence inutile. C'était un homme grand, taillé comme une armoire à glace, avec le même teint pâle que sa sœur, mais sans aucune de sa douceur. Ses mains étaient couvertes de terre noire. Gary Pritchard appela Agatha. Il se retourna, une truelle à la main. Son regard était hostile. « C'est qui demande ?» Agatha Raisin. « Je veux vous parler d'Edith Felbridge et de votre sœur. » Gary cracha par terre, manquant de peu les bottes en cuir d'Agatha. « J'ai rien à dire aux fouineuses. Fichez le camp. Votre sœur a des ennuis, Gary. De gros ennuis. La police pense qu'elle a empoisonné Edith. Elle a même dit qu'elle ne voulait pas tuer lui. Je me demande si ce « lui » ne serait pas vous par hasard. C'était un coup de bluff risqué, mais Agatha aimait le risque. Gary lâcha sa truelle et s'avança vers elle, menaçant. Jenny ne ferait pas de mal à une mouche. C'est cette vieille sorcière d'Edith qui cherchait les ennuis. Elle fourrait son nez partout. Elle est venue ici, vous savez, la semaine dernière. Elle a posé des questions sur mes commandes de produits phytosanitaires. Elle a dit qu'elle savait que je revendais des trucs au noir. Du cyanure, par exemple ? Suggéra Agatha, reculant d'un pas prudent. Pour tuer les taupes ? Ou les vieilles dames ? Gary éclata d'un rire bref et sans joie. Du cyanure ? Vous regardez trop la télé. On utilise plus ça depuis des lustres. Mais j'ai de l'antilimace qui ferait l'affaire si on en mettait assez dans un gâteau. Edith méritait une leçon, c'est sûr. Mais je l'ai pas tuée. J'étais au pub ce soir-là. Demandez au gars. Et Jenny ? Où était-elle ? Elle était à sa boutique, en train de pleurer comme d'habitude. Jusqu'à ce que votre copain, l'écrivain Pain-Bêche, arrive pour jouer au sauveur. Il lui tourne autour, ce type. Je l'ai vu. Il lui a filé du fric. James voulait juste l'aider, défendit Agatha malgré elle, sentant une pointe de jalousie. Ouais, c'est ça. On n'aide pas les jolies filles gratuitement, ma petite dame. Il veut quelque chose en échange. Comme tous les autres. Agatha sentit la colère monter. Ne m'appelez pas ma petite dame. Et surveillez vos paroles. Si je découvre que c'est vous qui avez mis cette fiole dans le sac d'Edith pour protéger votre petite mine d'or, je ferai en sorte que vous passiez le reste de votre vie à tricoter des uniformes de prisonniers. Elle tourna les talons et sortit de la serre, tremblante. Gary Pritchard était une brute, c'était certain. Mais était-il un meurtrier ? Il semblait trop direct, trop brutal pour un empoisonnement subtil au cyanure. Le poison était l'arme des lâches ou des faibles, ou des femmes désespérées. En rentrant au village, Agatha s'arrêta à la boutique du village pour acheter un paquet de cigarettes. Une habitude qu'elle essayait d'arrêter, mais l'occasion l'exigeait. Le magasin était, comme toujours, le centre névralgique des rumeurs. Madame Bloxby était là, examinant des boîtes de thé, en conversation avec la postière. « Agatha !» s'exclama la femme du pasteur. « Vous avez l'air bouleversée. Je viens de rencontrer l'homme des cavernes, » soupira Agatha. « Le frère de Jenny, un individu charmant qui respire l'engrais et la menace. »« Oh, Gary !» opina la postière. « C'est un mauvais garçon. Il a toujours causé du souci à ses parents. Mais de là à tuer Edith, quelqu'un l'a fait, » rappela Agatha. Et devinez quoi ? Gary prétend qu'Edith enquêtait sur lui. Elle savait qu'il trafiquait des produits chimiques. Elle avait des dossiers sur tout le monde. En parlant de dossiers, chuchota Madame Bloxby, en tirant Agatha vers l'allée des conserves, Bill Wong cherche partout le carnet d'Edith. Il est convaincu qu'il a disparu de la scène de crime. Il interroge Vera Norris en ce moment même. Le cœur d'Agatha manqua un battement. Vera allait craquer, c'était sûr.
Elle avait la résistance nerveuse d'une meringue. « Je dois y aller !» dit Agatha précipitamment. Elle sortit en coup de vent. Si Vera parlait, Agatha serait accusée de dissimulation de preuves. Elle devait agir vite. Elle devait résoudre ce meurtre avant que Bill ne l'arrête. Elle rentra chez elle, jeta son sac sur le canapé et sortit les pages du carnet. Elle relut la note sur James. Vu en conversation intime avec Jenny P, il lui a donné une enveloppe. Pourquoi Edith s'intéressait-elle tant à James? Était-ce juste de la curiosité malveillante ou savait-elle quelque chose de plus? Soudain, une pensée la frappa. Et si la cible n'était ni Edith, ni Jenny, ni un homme mystérieux? Et si le poison était destiné à la personne qui détenait le carnet? Edith avait le carnet sur elle. Le tueur voulait peu être récupéré le carnet et a tué Edith pour l'avoir. Mais alors, pourquoi ne pas avoir pris le carnet après? Parce que Vera l'avait pris en premier? Le téléphone sonna. C'était James. « Agatha, je suis désolé pour hier, » dit-il, sa voix sonnant étrangement lointaine. « Je voulais te dire, Jenny m'a tout raconté. À propos de son frère, je sais, coupa Agatha. Je l'ai vu, un vrai prince charmant. Elle a peur de lui, Agatha. Il la menace. Il dit que si elle parle, il s'en prendra à toi. À moi? S'étonna Agatha. Pourquoi moi? Parce qu'il sait que tu fouines. Et parce qu'il pense que nous sommes proches. Agatha sentit une chaleur inattendue lui monter aux joues. Proches? Nous sommes voisins, James. C'est tout, pas pour lui. Agatha, fais attention. Il est instable et il a accès à des choses dangereuses. Je viens de trouver une bouteille vide dans la poubelle derrière la boutique de Jenny. Une bouteille de solvant industriel. Ça sent l'amande amère, Agatha. Agatha serra le combiné. Ne touche à rien, James. J'arrive. Elle raccrocha, son esprit s'emballant. Une bouteille dans la poubelle de Jenny, c'était trop facile. C'était planté là, comme la fiole dans le sac d'Edith. Quelqu'un essayait désespérément de faire accuser Jenny. Gary? Pour se débarrasser de sa sœur et récupérer l'héritage, ou pour se venger d'Edith et faire porter le chapeau à Jenny? Agatha attrapa son manteau. Elle n'avait pas peur de Gary Pritchard. Elle avait affronté des tueurs à gages, des coiffeurs incompétents et des comités de village hostiles. Un jardinier bourru ne lui ferait pas peur. Mais alors qu'elle ouvrait sa porte, elle trouva un petit paquet posé sur son paillasson. Pas de timbre, pas d'adresse, juste son nom écrit en lettres capitales découpées dans un journal. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait une pelote de laine noire. Et plantée dedans, une aiguille à tricoter en métal dont la pointe était peinte en rouge sang. Un message était attaché à l'aiguille. La curiosité est un vilain défaut. Arrêtez de tricoter, ou vous finirez comme la reine. Agatha sourit. Un sourire froid et terrifiant. Ils pensent me faire peur avec de la laine, dit-elle à voix haute. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Elle mit le paquet dans sa poche. La partie venait de devenir personnelle. Chapitre 6. Laine noire et colère rouge. Agatha Raisin n'était pas une femme que l'on pouvait facilement intimider. Elle avait survécu à un divorce acrimonieux, à la gestion d'une agence de relations publiques londonienne remplie de requins et à plusieurs tentatives de meurtre dans les collines faussement paisibles des Cotswolds. Pourtant, en tenant cette aiguille à tricoter souillée de peinture rouge, ou du moins elle espérait que c'était de la peinture, elle sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Ce n'était pas de la peur, se dit-elle avec fureur, mais de l'indignation. On osait la menacer chez elle, sur son propre paillasson. Elle composa le numéro de Bill Wong, ses doigts tremblant légèrement sur le clavier de son téléphone. « Bill, viens tout de suite. J'ai reçu un cadeau de la part de notre tueur. » Le sergent arriva en moins de 10 minutes. Sirène hurlante, ce qui fit aboyer tous les chiens de la rue Lilac Lane. Lorsqu'il vit la pelote noire et l'aiguille menaçante posée sur la table de la cuisine d'Agatha, son visage rond et aimable se durcit. « Ne touchez à rien, Agatha. Je vais devoir emporter ça pour analyse. »« C'est de la laine bon marché !» renifla Agatha, essayant de masquer son anxiété par du snobisme. « Acrylique. Ça gratte. » C'est tout à fait le genre de choses que Gary Pritchard utiliserait. Bill enfila des gants en latex et glissa l'objet dans un sac à preuves. Gary Pritchard est une brute, c'est certain. Mais ça, c'est théâtral. C'est conçu pour vous faire peur, Agatha. Et ça m'inquiète. Je veux que vous arrêtiez de fouiner. Maintenant, Agatha se versa un verre de vin, bien qu'il ne soit que midi. Arrêtez, au moment où ça devient intéressant. Bill, ce message prouve que je suis sur la bonne piste. Le tueur sait que je sais.
Le tueur sait que vous êtes une nuisance, s'emporta Bill. Agatha, pour une fois, écoutez-moi. Si c'est Gary, il est dangereux. Il a un casier pour coups et blessures. Et Jenny ? Demanda Agatha, ignorant l'avertissement. Tu as vérifié son alibi ? Elle prétend qu'elle était seule dans sa boutique. Pas de témoin. Mais nous n'avons pas de preuve directe la reliant au poison, à part cette laine dans le sac d'Edith. Et n'importe qui aurait pu la mettre là. Bill soupira et rangea son carnet. Je vais aller voir Gary. Mais je vous en supplie, Agatha, restez tranquille. Fermez vos portes à clé. Une fois Bill parti, Agatha fit exactement le contraire de ce qu'il avait demandé. Elle ne ferma pas sa porte à clé, du moins pas avant d'avoir nourri Hodge et Boswell, qui semblaient sentir la tension dans l'air et se frottaient contre ses jambes avec une insistance inhabituelle. « Vous avez raison, leur dit-elle en leur servant du ton frais. Il faut garder des forces. Nous avons une guerre à gagner. » Elle s'assit un moment dans son fauteuil. Boswell sautant sur ses genoux. En caressant la fourrure douce du chat, elle sentit son rythme cardiaque ralentir. C'était son ancre, ce moment de calme domestique. Quoi qu'il arrive dehors, ici, elle était juste Agatha, la pourvoyeuse de tons et de caresses. Mais la colère couvait toujours sous la surface, comme une braise sous la cendre. Elle avait besoin d'informations et elle savait où les trouver. Pas auprès de la police, mais auprès de la source la plus fiable de la région, le salon de coiffure de Mircester. Si Gary Pritchard avait des secrets, il y avait fort à parier que quelqu'un en avait parlé entre un shampoing et une mise en pli. Elle prit sa voiture et fonça vers la petite ville voisine. Le salon chez Antoine, qui s'appelait en réalité Nigel, mais Antoine faisait plus chic, était bondé. Agatha, grâce à un pourboire généreux glissé à la réceptionniste lors de sa dernière visite, obtint un créneau d'urgence. Pendant que Nigel s'affairait sur ses cheveux, Agatha lança sa ligne. « C'est terrible cette histoire à Carceli, soupira-t-elle. Cette pauvre Edith. Et dire qu'on soupçonne la petite Jenny ?» Nigel, un homme aux gestes efféminés et à la langue bien pendue, ne se fit pas prier. « Jenny ? La pauvre chérie. Elle n'a pas le cran. Non, si vous voulez mon avis, c'est une histoire de famille. Vous connaissez le frère ? Gary ? Je l'ai rencontré, dit Agatha sèchement. Un homme charmant. Il m'a presque jeté du fumier dessus. Il a des dettes ? Chuchota Nigel en se penchant vers son oreille. De grosses dettes de jeu. J'ai coiffé la femme du patron du pub de Morton la semaine dernière. Elle disait que Gary doit de l'argent à des gens peu recommandables de Birmingham. Des types qui cassent les jambes plutôt que d'envoyer des lettres de relance. Agatha sentit une décharge d'adrénaline. Des dettes de jeu. Des usuriers. Etienne ? Elle est Lyde ? Elle saigne sa boutique pour lui ! C'est un secret de Polichinelle. Gary lui a mangé tout son héritage. On dit qu'il l'a même forcé à hypothéquer son commerce. Agatha sortit du salon avec une coiffure impeccable et une théorie solide. Gary avait besoin d'argent, vite. Edith menaçait de révéler la situation financière de Jenny, ce qui aurait pu bloquer les fonds ou alerter la banque. Gary a tué Edith pour faire taire la menace. Et maintenant, il menaçait Agatha parce qu'elle s'approchait trop près de la vérité. Mais il y avait un hic. Pourquoi Jenny avait-elle dit le tuer ? Parlait-elle de Gary ? Voulait-elle tuer son propre frère pour se libérer de son emprise ? C'était une pensée sombre, mais plausible. De retour à Carceli, la nuit tombait. Agatha décida de faire un détour par la pépinière Greenfingers. Elle savait que c'était imprudent, stupide même, mais elle voulait voir si Gary était là. Elle gara sa voiture un peu à l'écart, dans un chemin de terre, et s'approcha à pied. Les serres étaient sombres, à l'exception d'une petite lumière dans le bureau principal. Agatha se glissa derrière un tas de sacs de terreau, ses bottes s'enfonçant dans la boue. Elle se sentait à la fois comme une espionne internationale et comme une vieille folle qui jouait à cache-cache. À travers la vitre sale, elle vit deux silhouettes. L'une était massive, Gary Pritchard, l'autre était plus petite, voûtée. Agatha plissa les yeux. L'homme en face de Gary portait un costume bon marché et des lunettes épaisses. C'était Julian Fletcher, le comptable. Ils se disputaient. Gary gesticulait, frappant du poing sur la table. Fletcher reculait, secouant la tête, l'air terrifié. Soudain, Gary saisit le comptable par le col de sa veste et le secoua comme un prunier. Agatha retint son souffle. Que faisait le comptable ici ? Fletcher avait dit qu'il ne travaillait plus pour Jenny. Mentait-il ? Gary relâcha Fletcher, qui tomba sur une chaise. Gary ouvrit un tiroir, en sortit une liasse de billets et la jeta au visage du comptable.
Fletcher ramassa l'argent avec des mains tremblantes et se précipita vers la sortie. Agatha se recroquevilla derrière ses sacs de terreau. Fletcher passa en courant à quelques mètres d'elle, marmonnant pour lui-même et disparut dans la nuit. Agatha attendit que Gary éteigne la lumière et sorte à son tour, montant dans une camionnette cabossée qui démarra dans un nuage de fumée noire. Une fois seule, Agatha se releva, les jambes engourdies. « Curieux », murmura-t-elle, « très curieux. Pourquoi une brute fauchée donnerait-elle de l'argent à un comptable? Ce ne devrait pas être l'inverse ?» Elle retourna à sa voiture, l'esprit en ébullition. Julian Fletcher n'était pas un simple témoin. Il était impliqué. Chantage, blanchiment. En arrivant devant son cottage, elle vit une lumière à la fenêtre de son salon. Elle se figea. Elle était sûre d'avoir éteint en partant. Son cœur se mit à battre la chamade. Gary était-il entré? Elle attrapa la seule arme qu'elle avait sous la main. Son lourd sac à main, lesté par son maquillage, et, ironiquement, l'épreuve volée chez le vicaire. Elle s'approcha de la porte d'entrée. Elle était entr'ouverte. Agatha poussa la porte doucement et entra dans le couloir. « Qui est là ?» cria-t-elle, d'une voix qu'elle espérait menaçante. « J'ai une ceinture noire de judo et je n'hésiterai pas à m'en servir. » C'était un mensonge éhonté. Sa seule expérience des arts martiaux se limitait à regarder des films d'action, mais cela avait souvent fonctionné par le passé. Une tête apparut à la porte du salon. C'était James Lacey. Agatha faillit laisser tomber son sac. Le soulagement la fit vaciller, suivi immédiatement par une vague de colère. « James, tu veux me donner une crise cardiaque? Comment es-tu entré? Tu as laissé la porte de derrière ouverte, Agatha. C'est irresponsable. Surtout après le paquet que tu as reçu. Bill m'a dit. » James tenait Hodge dans ses bras. Le chat ronronnait, traîtreusement heureux. « Bill parle trop, » grogna Agatha en entrant dans le salon. « Et lâche mon chat. Il n'aime pas les hypocrites. » James posa le chat et fit face à Agatha. Il avait l'air épuisé et pour la première fois vraiment inquiet pour elle. « Je ne suis pas un hypocrite, Agatha. Je m'inquiète pour toi. Gary Pritchard est dangereux. Je voulais m'assurer que tu n'étais pas... seule. Je n'ai pas besoin de garde du corps, James. Surtout pas d'un garde du corps qui finance la défense de mes suspects. » James baissa les yeux. « Je ne finance pas sa défense. J'ai prêté de l'argent à Jenny pour qu'elle puisse payer autre chose. » « Quoi? Ses dettes de jeu? Celles de son frère? James, tu es naïf. J'ai vu Gary ce soir. Il donnait de l'argent à Julian Fletcher. Beaucoup d'argent. Tu sais ce que ça veut dire? » James releva la tête, surpris. « Fletcher? Le comptable? Mais Jenny m'a dit qu'il les harcelait pour des factures impayées. »« On ne paie pas des factures en liquide la nuit dans une serre glauque, » rétorqua Agatha. « C'est du chantage, James. Fletcher fait chanter Gary. Ou Jenny. » Elle s'assit, sentant la fatigue la gagner. Tout ramène à l'argent. Edith le savait. Elle savait qui payait qui. C'est pour ça qu'elle est morte. Pas pour une histoire de tricot raté. James s'assit sur le canapé en face d'elle. Si Fletcher est le maître chanteur, alors il a un mobile aussi. Si Edith avait découvert son petit jeu... Exactement, dit Agatha. Nous avons 3 suspects, James. Jenny, la victime désespérée. Gary, la brute protectrice. Et Fletcher, le comptable véreux. Et au milieu de tout ça, il y a toi, avec ton carnet de chèques et ton cœur d'artichaut. James sourit faiblement. Il y a toi, Agatha, avec ta ténacité et ton incapacité totale à rester en dehors des ennuis. Pendant un instant, la tension entre eux s'apaisa, remplacée par cette vieille camaraderie qu'Agatha chérissait tant. « Reste pour le dîner, dit-elle soudainement. J'ai une lasagne surgelée. C'est immangeable, mais c'est chaud. » « D'accord, dit James, mais à une condition. Demain, nous allons voir ce Fletcher ensemble. Je ne te laisse plus y aller seule. » Agatha hocha la tête, cachant un sourire victorieux. Elle avait récupéré son partenaire. Et peu, être, juste peu, être, avait-elle une chance de récupérer l'homme? Mais alors qu'elle mettait la lasagne au four, une question la taraudait encore. Si Fletcher faisait chanter Gary, quel était le secret? Et pourquoi Jenny avait-elle dit qu'elle ne voulait pas tuer lui? Parlait-elle de Fletcher? La nuit promettait d'être longue, mais au moins, elle n'était plus seule face à ses peurs et à ses chats. Chapitre 7. Conte faussé et vérité nue. Le soleil d'hiver brillait sur les Cotswolds avec une clarté impitoyable, révélant chaque tache de boue sur les Land Rover des fermiers et chaque ride d'inquiétude sur le visage d'Agatha Raisin. Elle était assise dans sa cuisine, terminant sa 3e tasse de café.
tandis que James Lacey beurrait méticuleusement un toast de l'autre côté de la table. La scène aurait pu être domestique et charmante, le genre de tableau que l'on retrouve dans les magazines de décoration, sous le titre « Le bonheur à la campagne », si l'ambiance n'avait pas été aussi tendue qu'une corde de piano prête à claquer. « Tu conduis », déclara James en essuyant une miette imaginaire au coin de sa bouche. « Je tiens à la vie, et tu es dans un état belliqueux. »« Je ne suis pas belliqueuse, James. Je suis concentrée, » répliqua Agatha en vérifiant son rouge à lèvres dans le reflet du grille-pain. « Julian Fletcher est la clé. Si ce petit rat de comptable fait chanter Gary, il sait forcément quelque chose sur le meurtre. Edith avait découvert le pot aux roses, et c'est pour ça qu'elle est morte. Ou alors, suggéra James, Gary a tué Edith pour protéger son secret, et Fletcher en profite pour lui soutirer encore plus d'argent. C'est un cercle vicieux. » Agatha enfila son manteau en peau retournée, attrapa son sac à main, toujours lesté des preuves volées, et se dirigea vers la porte. Peu importe le cercle, nous allons le briser. Allons-y. Le trajet vers Morton-in-Marsh se fit dans un silence relatif, seulement troublé par les commentaires acerbes d'Agatha sur la conduite des touristes qui osaient s'aventurer sur ces routes. Ils se garèrent près du bureau de Fletcher. La petite ville de marché était animée, c'était jour de foire, et l'odeur des saucisses grillées flottait dans l'air, rappelant cruellement à Agatha qu'elle avait sauté le petit déjeuner. Avant de monter à l'assaut du cabinet comptable, Agatha attrapa le bras de James. « Attends, regarde là-bas. » De l'autre côté de la rue, devant le marchand de journaux, un petit groupe de locaux discutait avec animation. Agatha reconnut la femme du boucher et deux retraités qui passaient le plus clair de leur temps à épier leurs voisins derrière leurs rideaux en dentelle. C'était l'occasion rêvée de vérifier la réputation de leur cible. Agatha s'approcha, feignant de s'intéresser aux titres des journaux exposés. « Bonjour, mesdames », lança-t-elle avec son sourire le plus faux cul. « Terrible nouvelle pour Edith, n'est-ce pas ? On dit que l'enquête piétine. » Le cœur se tourna vers elle comme un seul homme. « Oh, Mrs. Raisin !» soupira la femme du boucher. « C'est une tragédie. Mais vous savez ce qu'on dit ? Le malheur des uns fait le bonheur des autres. »« Comment ça ?» demanda Agatha, l'oreille aux aguets. « Eh bien, regardez ce monsieur Fletcher » chuchota l'une des retraitées en pointant son menton vers la fenêtre du bureau du premier étage. « Il a l'air de bien se porter, pour quelqu'un qui ne fait que compter les sous des autres. Il a acheté une voiture neuve la semaine dernière. Une décapotable rouge, à son âge. Et il a été vu au restaurant Le Manoir avec une femme qui n'était pas la sienne, ajouta la deuxième commère avec délectation, du champagne qu'il buvait. Agatha échangea un regard entendu avec James. Une voiture neuve et du champagne. Pour un petit comptable de province, cela sentait l'argent facile ou l'argent sale. « Merci, mesdames, » dit Agatha. « Vous êtes les yeux et les oreilles de la communauté. » Elle entraîna James vers l'entrée de l'immeuble de Fletcher. « Tu as entendu ?» dit-elle en grimpant les escaliers 4 à 4. Il flambe. C'est l'argent de Gary. Ou plutôt, l'argent que Gary a volé à Jenny. Ils arrivèrent devant la porte du cabinet. Cette fois, Agatha ne prit pas la peine d'entrer poliment. Elle tourna la poignée, fermée à clé, et se mit à tambouriner sur le panneau de bois avec son poing bagué. « Ouvrez, Fletcher. Nous savons que vous êtes là. Je vous entends respirer. » James, gêné, regarda autour de lui. Agatha, moins fort, la porte s'entr'ouvrit, révélant un Julian Fletcher livide, en bras de chemise, une valise ouverte posée sur son bureau en arrière-plan. Il essayait visiblement de faire ses bagages à la hâte. « Mrs. Raisin, Monsieur Lacey, que voulez-vous ? Je suis très occupée. Un déplacement urgent. Un déplacement aux Bahamas, je suppose ? Avec l'argent du chantage ?» poussa Agatha en forçant le passage. Elle entra dans le bureau, suivie par un James réticent mais solidaire. Fletcher recula jusqu'à se cogner contre son classeur métallique. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, couina-t-il. « Arrêtez de jouer la comédie, Fletcher, » dit Agatha en s'asseyant sur son bureau, écrasant sans remords quelques dossiers. « Je vous ai vu hier soir, dans la serre, avec Gary Pritchard. Je vous ai vu prendre l'argent. » Fletcher s'affaisa comme un ballon de baudruche percé. Il tomba sur sa chaise de bureau, passant une main tremblante dans ses cheveux raréfiés. « Vous m'avez vu ? Oh, Seigneur ! Gary va me tuer. »« Gary ne tuera personne si vous nous dites la vérité, » intervint James de sa voix calme et posée. « Nous voulons juste savoir, Juliane, pourquoi Gary vous paie-t-il » Fletcher regarda James, puis Agatha, et sembla décider que le couple de détectives amateurs
était une menace moins immédiate que le géant des pépinières. « C'est les comptes », avoua-t-il misérablement. Gary détourne de l'argent de la boutique de sa sœur depuis des années. Il a falsifié les factures, gonflé les prix des fournisseurs. Jenny est trop naïve. Elle signe tout ce qui lui met sous le nez. Elle croit que le commerce va mal à cause de la conjoncture, mais en réalité, la boutique est rentable. C'est Gary qui siphonne tout pour ses paris en ligne. Agatha sentit une vague de satisfaction. Elle avait eu raison sur la faillite, mais le mécanisme était plus vicieux qu'elle ne le pensait. « Et vous l'avez découvert », dit-elle. « Et au lieu de prévenir Jenny, vous avez décidé de prendre votre part du gâteau. »« J'ai des dettes aussi », se défendit Fletcher piteusement. « Un divorce coûteux ? Gary m'a proposé un arrangement. Je valide les comptes truqués et il me donne 10%. Charmant, commenta James avec mépris. Et Edith Felbridge, que savait-elle ? Fletcher devint encore plus pâle, si c'était possible. Edith, cette femme était le diable. Elle a mis son nez dans les papiers de la vente de charité. Gary fournissait les fleurs. Elle a remarqué que les prix étaient gonflés. Elle est venue me voir. Elle a menacé de tout dire au conseil paroissial et à la police si je ne démissionnais pas. Elle avait tout noté dans son petit carnet. Donc vous aviez un mobile pour la tuer, conclut Agatha froidement. Elle allait ruiner votre petite combine. Non, s'écria Fletcher en se levant d'un bond. Je ne l'ai pas tuée, je vous jure. J'étais à Birmingham ce soir-là, avec une amie. Je l'ai reçue de l'hôtel. Vous pouvez vérifier. Agatha le scruta, cherchant une trace de mensonge. L'homme transpirait la peur et la culpabilité, mais c'était une culpabilité de voleur, pas de tueur. Il semblait trop lâche pour le meurtre. « Et Gary ?» demanda-t-elle. « Où était-il ? Il devait livrer des plantes à la salle paroissiale avant la réunion. Il y est allé. Il m'a dit qu'il allait régler le problème, Edith. J'ai cru qu'il allait lui parler ou l'intimider. Pas l'empoisonner. » Agatha et James échangèrent un regard. Gary sur les lieux du crime, juste avant le meurtre, avec un mobile pour faire taire Edith. « Une dernière chose, Fletcher, » dit Agatha. Jenny a dit « Je ne voulais pas le tuer. » Qui est le ? Fletcher déglutit péniblement. « C'est moi. Jenny a découvert le chantage il y a 2 jours. Elle est venue me voir, furieuse. Elle a crié qu'elle voulait me voir mort, que je ruinais sa vie et celle de son frère. Elle pensait que c'était moi qui forçais la main à Gary, pas l'inverse. Elle croit toujours que son frère est un saint qui essaie de sauver la boutique. » Tout s'éclairait. Jenny n'était pas la meurtrière d'Edith. Elle était une sœur aveuglée qui souhaitait la mort du comptable véreux, pensant qu'il était la cause de tous ces maux. Agatha se leva du bureau. « Vous restez ici, Fletcher. Si vous essayez de partir avec cette valise, j'appelle Bill Wong et je lui raconte tout. Le détournement, le chantage, la complicité. Vous allez attendre sagement que la police vienne vous chercher. » « Mais Gary » gémit Fletcher. « On s'occupe de Gary » dit James fermement. Ils sortirent du bureau, laissant le comptable effondré parmi ses dossiers compromettants. De retour dans la voiture, Agatha poussa un long soupir. « Eh bien, dit-elle, Jenny est innocente du meurtre, mais coupable de stupidité fraternelle. Fletcher est un escroc. Il ne reste que Gary. Gary a livré des plantes à la salle paroissiale, répéta James. Il a eu accès au sac d'Edith. Il avait le poison à la pépinière. Il avait le mobile. C'est lui, Agatha. C'est ce que tout semble indiquer, admit Agatha. Mais quoi ? C'est trop simple, James. Gary est une brute. Empoisonner une fiole de sirop dans un sac de tricot ? C'est subtil. C'est féminin. C'est tordu. Gary l'aurait poussé dans l'escalier ou écrasé avec son camion. Le poison, c'est une arme de patience. Elle démarra la voiture. « Où allons-nous » demanda James, s'accrochant à la poignée de porte. « Au presbytère, dit Agatha. J'ai besoin de revoir ce châle. Il y a quelque chose qui me chiffonne avec cette histoire de tricot. Edith tricotait de la dentelle noire. C'est très difficile. Il faut compter les mailles tout le temps. Et alors, si elle était si concentrée sur son tricot, comment Gary aurait-il pu glisser quelque chose dans son sac sans qu'elle le voie ? Elle avait le sac à ses pieds. Elle ne le quittait pas des yeux. Sauf si quoi ? Sauf si elle connaissait la personne. Sauf si elle faisait confiance à la personne assez pour détourner le regard. Agatha accéléra, doublant un tracteur avec une audace qui fit fermer les yeux à James. « Je crois que nous avons manqué une maille, James. Et je déteste quand mon tricot a des trous. » Ils arrivèrent à Carceli en un temps record.
Agatha se gara devant chez elle, mais au lieu d'aller au presbytère, elle vit Tony Gilmore qui l'attendait devant sa porte, l'air grave. « Agatha !» appela Tony en courant vers la voiture. « Bill Wong vient d'arrêter quelqu'un. »« Gary ?» demanda Agatha en sortant de la voiture. « Non !» répondit Tony essoufflé. « Jenny, ils ont trouvé des traces de cyanure dans l'arrière-boutique d'Ophildor, sur une paire de gants de jardinage qui lui appartiennent. » Agatha se figea. « Jenny arrêtée ? Cela ne collait pas avec la conversation de Fletcher. « C'est un coup monté !» murmura Agatha. « Quelqu'un essaie très fort de faire porter le chapeau à cette fille. Et je commence à croire que le véritable coupable est quelqu'un que nous n'avons pas assez regardé. » Elle se tourna vers James. « Oublie le presbytère. Nous devons aller voir Doris Blunt. »« Doris ? La petite souris du club de tricot ? Pourquoi ? » « Parce que Doris était assise à côté d'Edith, dit Agatha, ses yeux brillants d'une lueur dangereuse. Et parce que personne ne fait jamais attention aux souris, jusqu'à ce qu'elles mordent. Chapitre 8. Larmes de crocodile et dents de souris. La maison de Doris Blunt était à son image, petite, beige et désespérément ordinaire. Située à l'extrémité de Lilac Lane, elle disparaissait presque derrière une haie de troène trop bien taillée. « Je me sens comme une brute qui va donner un coup de pied dans une fourmilière », murmura James alors qu'il s'approchait du porche. « Doris ? Une meurtrière ? C'est comme soupçonner Bambi d'être un tueur en série. Méfie-toi de Bambi, » répliqua Agatha en ajustant son sac sur son épaule. Il a des sabots pointus. Et Doris était assise juste à côté d'Edith. « C'est une question d'opportunité, James. » Pendant que tout le monde regardait Edith faire sa reine, Doris, l'invisible Doris, pouvait très bien glisser une petite fiole dans le sac ouvert. Elle frappa à la porte. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, plus fort. « Doris, c'est Agatha Raisin. Ouvrez, nous savons que vous êtes là. J'ai vu vos rideaux bouger. » Un bruit de chaîne, puis la porte s'entr'ouvrit de quelques centimètres. Un œil à queue et effrayé apparut dans l'entrebâillement. « Qu'est-ce que vous voulez ?» chuchota Doris. « La police a déjà tout demandé. Je suis fatiguée. Nous voulons vous parler de Jenny, » dit Agatha, mettant son pied dans l'ouverture pour empêcher la porte de se refermer. « Elle vient d'être arrêtée. Vous ne voulez pas qu'une innocente aille en prison, n'est-ce pas ?» Doris hésita, puis, avec un soupir tremblant, elle ouvrit la porte. « Entrez. Mais faites vite. Je dois sortir mes scones du four. » L'intérieur du cottage sentait la levure chimique et le pot pourri à la rose. C'était étouffant. Les murs étaient couverts d'assiettes décoratives peintes à la main, représentant des chatons, des chiots et des paysages bucoliques. « Asseyez-vous, » dit Doris, en désignant un canapé recouvert de plastique transparent. Agatha s'assit, le plastique crissant sous ses fesses de manière désagréable. Elle balaya la pièce du regard. Sur une petite table, près de la fenêtre, elle vit un panier de travaux manuels. Pas de tricot, mais des pinceaux, des petits pots de peinture et des figurines en céramique. Agatha se leva et s'approcha de la table, ignorant la mine affolée de Doris. « Vous peignez, Doris ?» demanda-t-elle faussement aimable. « C'est charmant. » Elle prit un petit pot de peinture. La couleur était rouge Garance. La même teinte, pensa-t-elle avec un frisson, que celle qui maculait l'aiguille à tricoter plantée dans sa pelote noire. « C'est mon hobby, » dit Doris défensivement. « Ça me calme les nerfs. Et vous avez les nerfs fragiles en ce moment, n'est-ce pas ?» attaqua Agatha en se tournant vers elle, le pot de peinture toujours en main. « Dites-moi, Doris, est-ce vous qui m'avez envoyé ce petit cadeau hier ? La pelote et l'aiguille ?» Doris recula jusqu'à la cheminée, ses mains tordant son tablier. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Oh, je crois que si. Vous vouliez me faire peur. Pourquoi ? Parce que je me rapprochais trop ? Ou parce que vous vouliez détourner les soupçons vers Gary le jardinier ?» James s'interposa doucement. « Doris, si vous avez envoyé ce message, c'est une menace de mort. C'est grave. Si vous nous dites la vérité maintenant, nous pouvons être oubliés d'en parler à Bill Wong. » Doris s'effondra sur une chaise, éclatant en sanglots bruyants. « Je ne voulais pas vous tuer, » hurla-t-elle. « Je voulais juste que vous arrêtiez. Vous fouinez partout, vous posez des questions. J'avais peur qu'il sache que je savais. » « Qu'il sache. »« Qui ça ?» demanda Agatha, posant le pot de peinture. « Gary ?» Doris hocha la tête frénétiquement, reniflant dans son mouchoir. « Gary Pritchard. Je l'ai vu à la réunion, juste avant qu'Edith n'arrive. Il est entré par la porte de service avec ses plantes. Le sac d'Edith était déjà là, sur sa chaise. Il s'est penché. Il a mis quelque chose dedans. Et vous n'avez rien dit ?
s'indigna James. J'avais peur. C'est une brute. S'il savait que je l'ai vue. Et puis, Edith était si méchante avec moi. Elle se moquait de mes assiettes peintes. Elle disait que c'était de l'art pour les toilettes publiques. Une partie de moi était contente qu'il lui arrive malheur. Agatha la regarda avec dégoût. La lâcheté de Doris était presque plus répugnante que le crime lui-même. Alors, vous avez laissé faire. Et quand j'ai commencé à enquêter, vous m'avez envoyé cette menace pour que je laisse tomber, de peur que Gary ne découvre que vous étiez le témoin clé. Oui, gémit Doris. Et j'ai utilisé ma peinture parce que je n'avais rien d'autre. Je suis désolée. Agatha échangea un regard avec James. Cela confirmait la culpabilité de Gary. Doris était une femme pathétique, mais elle ne semblait pas avoir l'étoffe d'une meurtrière. Juste d'une complice par silence. Et Jenny ? Demanda Agatha. Vous savez qu'elle est en prison ? Ils ont trouvé du poison sur ses gants. Doris leva la tête, les yeux écarquillés. Ses gants ? Mais Gary avait les gants de Jenny ce soir-là. Quoi ? Je l'ai vu. Il portait des gants de jardinage avec des petites fleurs brodées. Les gants de sa sœur. Il a dû les utiliser pour manipuler la fiole sans laisser d'empreinte. Agatha sentit l'excitation monter. C'était la pièce manquante. Gary avait utilisé les gants de Jenny pour se protéger et pour la piéger si les choses tournaient mal. C'était diabolique. « Doris, » dit Agatha fermement, « vous allez venir avec nous au poste de police, tout de suite. »« Non, il va me tuer. Si vous ne venez pas, c'est moi qui vais vous tuer, » menaça Agatha. « Ou pire, je dirai à tout le village que vos assiettes peintes sont moches. » Doris, terrifiée par cette perspective sociale, accepta de les suivre. Le trajet vers le poste de police de Mirchester se fit dans une tension palpable. Agatha conduisait vite, trop vite. Elle voulait libérer Jenny. Non pas pour les beaux yeux de la jeune fille, mais pour voir la tête de James quand il réaliserait qu'Agatha avait sauvé sa protégée. Ils arrivèrent au poste. Bill Wong était à l'accueil, l'air fatigué. « Agatha ? Encore vous ? Et vous avez amené… Doris ? Nous avons un témoin, Bill. Un vrai. Doris a vu Gary mettre la fiole dans le sac. Et elle l'a vu porter les gants de Jenny. Bill écouta la déposition bredouillante de Doris, son visage passant de l'incrédulité à la gravité. Si c'est vrai, alors Gary a prémédité son coup pour faire accuser sa sœur. C'est tordu. C'est une affaire de famille, Bill, dit Agatha. La haine, l'argent, la jalousie, les grands classiques. Bill prit Doris en charge pour une déposition officielle. Agatha et James ressortirent sur le perron du commissariat. « Tu as réussi, Agatha », dit James avec un sourire admiratif. « Tu as innocenté Jenny. »« Pas encore, » tempéra Agatha. « Il faut qu'ils arrêtent Gary. Et Gary est dans la nature. » À cet instant, le téléphone d'Agatha sonna. C'était Tony. « Agatha, c'est la panique à la pépinière. Gary s'est barricadé dans la serre principale. Il a un fusil et il crie qu'il ne se rendra pas. »« Un fusil ?» répéta Agatha. « Mon Dieu ! Et Agatha, il dit qu'il a des otages. »« Qui ?»« Julian Fletcher. Et une femme. » Tony hésita. « Il dit qu'il a la femme du vicaire, Vera Norris. » Agatha manqua de lâcher son téléphone. « Vera ? Que faisait Vera à la pépinière ? » « On arrive, » dit Agatha. Elle raccrocha et regarda James. « Gary a pété les plombs. Il tient Vera et Fletcher en otage. »« Vera ?» s'étonna James. « Pourquoi Vera ? Je ne sais pas. Peut être qu'elle cherchait encore à détruire des preuves, ou peut être… » Une idée glaciale traversa l'esprit d'Agatha. Vera avait volé le carnet. Vera avait caché le châle. Et si Vera savait autre chose ? Quelque chose qui liait Gary non seulement au meurtre, mais à quelque chose de plus gros. « Allons-y », dit Agatha en courant vers sa voiture. Avant que ce jardinier fou ne transforme Vera en compost. Ils foncèrent vers la pépinière Greenfingers. Plusieurs voitures de police étaient déjà là, gyrophares allumés, bloquant l'entrée. Des policiers armés s'abritaient derrière les véhicules. Agatha gara sa voiture un peu plus loin et s'approcha en courant, ignorant les injonctions d'un agent qui lui criait de reculer. Elle vit Bill Wong, gilet pare-balles sur le dos, parler dans un mégaphone. « Gary, rends-toi, il n'y a pas d'issue !» Une voix rauque répondit depuis l'intérieur de la grande serre vitrée. « Reculez, ou je fume la grenouille de bénitier. » Agatha se glissa à côté de Bill. « Quelle est la situation ?» « C'est critique, Agatha. Il est armé et instable. Il dit qu'il n'a rien à perdre. » Agatha regarda la serre.
À travers les vitres embuées par la condensation, elle distinguait des ombres parmi les fougères géantes. « Bill, dit-elle doucement, il faut que je lui parle. Tu es folle ? Pas question. Il me connaît. Il me déteste, mais il me connaît. Et je sais quelque chose qu'il ne sait pas. Je sais que Doris a parlé. S'il apprend que son plan pour accuser Jenny a échoué, il n'a plus de raison de protéger sa sœur. Il va vouloir négocier. » Bill hésita, regardant la serre, puis Agatha. « Si tu te fais tuer, je ne me le pardonnerai jamais. Et le commissaire me tuera ensuite. »« Je ne mourrai pas aujourd'hui, » dit Agatha en ajustant son rouge à lèvres comme si elle partait au combat. « J'ai un dîner prévu ce soir. Une lasagne, tu te souviens ?» Elle se leva, les mains en l'air, et s'avança vers la serre. « Gary !» cria-t-elle. « C'est Agatha Raisin. Je viens discuter. » Un silence de mort tomba sur la pépinière, seulement troublé par le bruissement du vent dans les arbres et le battement frénétique du cœur d'Agatha. Elle avançait, seule, vers la tanière du loup, armée de son seul culot et de son inébranlable besoin de connaître la fin de l'histoire. Chapitre 9. Serre chaude et sueur froide. L'intérieur de la serre principale de Greenfingers offrait un contraste saisissant avec l'air glacial du dehors. Une chaleur moite, lourde, imprégnée de l'odeur terreuse des fougères et de l'acidité des engrais chimiques, frappa Agatha au visage comme une serviette humide. Ses lunettes se couvrirent instantanément de buée, la rendant aveugle pendant quelques secondes terrifiantes. Un laps de temps durant lequel elle s'attendait à sentir l'impact d'une balle. Elle retira ses lunettes d'un geste brusque et plissa les yeux. Au fond de l'allée centrale, derrière une barricade de sacs de terreau, Gary Pritchard se tenait debout, un vieux fusil de chasse à double canon serré contre son torse massif. À ses pieds, recroquevillés comme des enfants punis, Vera Norris et Julian Fletcher tremblaient. Vera marmonnait des prières inintelligibles, tandis que Fletcher semblait avoir perdu toute capacité verbale, ses yeux fixés sur le canon de l'arme avec une fascination morbide. « N'avance pas !» hurla Gary. « Je te préviens, Agatha, je tire !» Sa voix résonnait étrangement sous la verrière, amplifiée et déformée par l'acoustique du lieu. Il transpirait abondamment, des gouttes de sueur traçant des sillons dans la crasse de son front. « Tu ne vas tirer sur personne, Gary !» dit Agatha d'une voix qu'elle espérait ferme, bien que ses genoux s'entrechoquent sous son pantalon en tweed. « Tu n'es pas un tueur de sang-froid. Tu es juste un jardinier qui a fait de mauvais choix. »« Je suis un tueur !» cracha Gary, les yeux fous. « J'ai tué la vieille, non ? Et je peux recommencer !» Agatha s'arrêta à 10 mètres de lui, levant les mains bien haut pour montrer qu'elle n'était pas armée, à l'exception de sa langue acérée, bien sûr. « Ah, donc tu admets que c'est toi ?» dit-elle calmement. « C'est bien, ça simplifie les choses pour Bill Wong qui écoute dehors. Mais pourquoi, Gary ? Edith était une vieille chipie, d'accord, mais elle ne méritait pas le cyanure. C'était pour l'argent, n'est-ce pas ? L'argent que tu volais à ta propre sœur ? Elle ne comprenait rien, rugit Gary, agitant son arme dangereusement près de la tête de Fletcher. Jenny est une incapable, elle allait couler la boutique de toute façon, j'avais besoin de cet argent. J'avais un système. Ça marchait très bien jusqu'à ce que cette sorcière d'Edith vienne fourrer son nez dans mes factures. Vera Norris poussa un petit cri étouffé. Gary lui donna un coup de pied léger mais méprisant dans la jambe. « Ferme-la, la Curton. Elle savait que tu surfacturais les fleurs pour la paroisse, » continua Agatha, avançant d'un pas imperceptible. Et elle avait compris que Fletcher t'aidait à maquiller les comptes. Elle allait tout dire, n'est-ce pas ? Elle t'a menacé. « Elle m'a ri au nez !» s'indigna Gary, comme si cette offense justifiait le meurtre. Elle est venue ici. Elle a dit « Je vais te détruire, Gary Pritchard, toi et ton petit comptable véreux. Je vais dire à tout le village que tu voles l'église. » Je ne pouvais pas laisser faire ça. Pas après tout ce que j'ai fait pour bâtir cette affaire. Alors tu as décidé de la faire taire, dit Agatha. Tu as profité de la réunion. Tu savais qu'elle serait là. Tu as pris les gants de Jenny pour ne pas laisser de traces. Tu as mis la fiole dans son sac pendant qu'elle aboyait des ordres. C'était malin, Gary. Très malin. Un sourire tordu apparut sur le visage du géant. La vanité, songea Agatha, était toujours le talon d'Achille des criminels. Ouais, c'était malin, personne ne m'a vu. C'est là que tu te trompes, lâcha Agatha. Doris t'a vu. Le sourire de Gary s'effaça instantanément. Quoi ? La petite souris ? Elle ment ? Elle t'a vu, Gary. Elle était assise juste à côté. Elle t'a vu te pencher. Elle t'a vu glisser la fiole. Elle a eu peur de parler, mais maintenant, elle a tout raconté à la police. C'est fini.
ton plan pour faire accuser Jenny a échoué. Gary vacilla. L'information semblait le frapper physiquement. Il regarda autour de lui, comme s'il cherchait une issue, mais il n'y avait que des murs de verre et des policiers dehors. « C'est la faute de Jenny !» hurla-t-il soudain, braquant son fusil vers l'entrée. « Si elle n'avait pas été si faible, je n'aurais pas eu à faire tout ça. Je voulais juste qu'elle aille en prison pour un moment. Juste le temps que je récupère la boutique et l'argent de l'assurance. Elle aurait été en sécurité en prison. » « Quel frère attentionné !» ironisa Agatha. « Tu as une drôle de conception de la famille. » Soudain, Julian Fletcher, qui n'avait pas bougé d'un pouce, se redressa. Peu, être piqué au vif par le mépris de Gary, ou réalisant qu'il n'avait plus rien à perdre, il attrapa un pot de terre cuite posé à côté de lui et le lança de toutes ses forces au visage de Gary. Le pot éclata sur l'épaule du jardinier. Gary rugit de douleur et de surprise. Le coup de feu partit vers le toit, faisant voler en éclats un panneau de verre qui s'abattit en pluie tranchante sur les plantes tropicales. « À terre !» cria Agatha en plongeant derrière une rangée d'orchidées. Profitant de la confusion, James Lacey, qui s'était glissé par une porte latérale entr'ouverte pendant qu'Agatha monopolisait l'attention de Gary, surgit de l'ombre. Il se jeta sur Gary avec une bravoure qui fit manquer un battement au cœur d'Agatha. Les deux hommes roulèrent au sol, écrasant Bégonia et Fougère dans une lutte furieuse. Gary était plus fort, mais James avait l'avantage de la surprise et de la rage. Cependant, le jardinier réussit à repousser l'écrivain et à se relever, cherchant son fusil tombé à terre. Agatha n'hésita pas. Elle sortit de sa cachette, attrapa un tuyau d'arrosage lourd et muni d'une buse en laiton et le fit tournoyer comme un lasso improvisé. « Hé, l'homme des cavernes !» cria-t-elle. Gary se retourna. Agatha lança le tuyau. La buse en laiton le frappa en plein front avec un bruit mat et satisfaisant. Gary cligna des yeux, stupéfait, vacilla un instant comme un arbre qu'on vient d'abattre et s'écroula lourdement sur un massif de pétunias. Le silence retomba sur la serre, seulement troublé par le cliquetis des gouttes de pluie tombant par le toit brisé et les sanglots hystériques de Vera Norris. Bill Wong et ses hommes firent irruption, armes au poing. « Ne tirez pas, il est hors combat !» cria Agatha, essoufflée mais triomphante. Bill se précipita pour menotter Gary qui gémissait au sol, à moitié inconscient. D'autres policiers aidèrent Vera et Fletcher à se relever. James se releva péniblement, époussetant son pantalon maculé de terre. Il avait une écorchure sur la joue et sa veste en tweed était déchirée. Mais il sourit à Agatha. « Joli lancer, Agatha. Tu as fait du cricket à l'école ?»« Non, » répondit Agatha en remettant ses cheveux en place avec autant de dignité que possible. Du lancer de sac à main dans les soldes de Londres. C'est beaucoup plus violent. Elle s'approcha de lui, l'examinant avec inquiétude. « Tu n'es pas blessé ? C'était stupide de te jeter sur lui comme ça. »« Héroïque, mais stupide. Je ne pouvais pas le laisser te tirer dessus, » dit James doucement. « Et puis, je voulais impressionner la voisine. » Agatha sentit ses joues rougir, et pour une fois, ce n'était pas à cause de la chaleur de la serre. « Eh bien, c'est réussi, » marmonna-t-elle. Bill Wong s'approcha d'eux, l'air soulagé mais sévère. « Agatha, James, vous savez que vous avez enfreint à peu près toutes les procédures de sécurité existantes, vous auriez pu vous faire tuer. »« Mais nous ne l'avons pas été, Bill, » rétorqua Agatha. « Et tu as ton coupable ?» Gary a avoué. Le meurtre, le chantage, le coup monté contre Jenny. Tout est emballé, pesé et prêt à être expédié. Bill secoua la tête, un demi-sourire aux lèvres. « Je ne sais pas ce que je vais faire de vous. Mais merci. » Gary Pritchard va passer un long moment à l'ombre. Alors que les policiers emmenaient Gary, menotté et furieux, Agatha vit Jenny Pritchard arriver en courant près des voitures de police. Elle avait été libérée et amenée sur les lieux. Elle vit son frère se faire embarquer, puis son regard croisa celui de Julian Fletcher, qui était lui aussi menotté pour complicité et chantage. Jenny s'approcha d'Agatha et James. Elle avait l'air dévastée, mais il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux. La lueur de quelqu'un qui n'a plus peur. « Merci, dit-elle simplement. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. Il aimait l'argent plus que sa famille. Jenny, dit Agatha, sans prendre de gants. C'est une leçon dure, mais maintenant, la boutique est à vous. Vraiment à vous. » James posa une main réconfortante sur l'épaule de Jenny. Agatha sentit une pointe de jalousie, mais elle la refoula. Après tout, c'était elle qui avait assommé le méchant. C'était elle l'héroïne du jour. « Allez, dit Agatha, j'ai besoin d'un verre. D'un grand verre. Et je crois que James a besoin d'un pansement. » Ils s'éloignèrent de la serre brisée.
laissant la police nettoyer les dégâts. L'affaire était résolue, le coupable arrêté. Mais Agatha savait qu'il restait une dernière chose à régler, le carnet de notes d'Edith, et les secrets qu'il contenait encore. Vera Norris n'avait pas tout brûlé, et Agatha avait encore quelques pages dans son sac à main. La curiosité, se dit-elle en montant dans sa voiture, était peu être un vilain défaut. Mais c'était surtout un passe-temps qui ne prenait jamais de vacances. Chapitre 10. Le dernier point. Le calme était revenu à Carceli. Mais c'était un calme relatif, frémissant encore des répliques du scandale qui avait secoué le village. Au pub The Red Lion, les conversations allaient bon train. Et pour une fois, la bière coulait moins vite que les rumeurs. L'arrestation de Gary Pritchard, menotté et couvert de terreau, était devenue une légende locale, enjolivée à chaque récit. Selon la dernière version racontée par le vieux Bert, Agatha avait assommé le géant avec une prise de karaté tout en tenant une tasse de thé. Ce qui, bien que flatteur, était techniquement inexact. Agatha, elle, préférait éviter la célébrité de comptoir pour l'instant. Elle était assise dans son salon, devant un feu de cheminée crépitant, avec James Lacey. Ils partageaient une bouteille de vin rouge coûteux pour célébrer la fin de l'affaire. Et peu, être pour noyer le léger sentiment de vide qui suivait toujours la résolution d'une enquête. « Tu sais, » dit James en faisant tourner son verre, « Jenny a rouvert sa boutique ce matin. Il y avait une queue jusque sur le trottoir. Tout le monde voulait acheter de la laine à la pauvre victime. » Agatha renifla. Un son peu élégant, mais très expressif. La pitié est un excellent argument de vente. Elle devrait m'envoyer une commission. Sans moi, elle tricoterait des bonnets oranges pour ses codétenus à l'heure qu'il est. C'est vrai, admit James avec un sourire. Tu as été remarquable, Agatha. Téméraire, insupportable, mais remarquable. Le cœur d'Agatha fit un petit bond. C'était le genre de compliment ambivalent qu'elle chérissait venant de lui. Elle se pencha légèrement vers lui, espérant que l'ambiance chaleureuse et le vin l'inciteraient à plus de sentiments. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Le calme est revenu. Tu vas repartir à Londres ? James soupira, regardant les flammes. Je dois y aller la semaine prochaine pour mon éditeur, mais je suis bien ici. C'est drôle. Je pensais que ce village était trop tranquille pour moi. Mais avec toi comme voisine, c'est tout sauf tranquille. Il posa sa main sur celle d'Agatha, qui reposait sur l'accoudoir du canapé. Le contact était chaud, prometteur. Agatha retint son souffle. C'était le moment où, dans les romans, le héros embrasse l'héroïne et le générique de fin défile sur un coucher de soleil. Soudain, la sonnette de la porte retentit, brisant l'instant comme une tasse de porcelaine sur du carrelage. Agatha jouera Entresses Dance. Qui cela peut-il être à cette heure ? Elle se leva à contre-cœur et alla ouvrir. C'était Vera Norris. La femme du vicaire tenait un cake enveloppé dans du papier aluminium et avait l'air d'avoir pleuré, mais de soulagement cette fois. « Mrs. Raisin, je voulais vous apporter ceci, un cake au citron, pour vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie dans cette serre, et vous avez gardé mon secret. » Agatha prit le cake, qui semblait peser aussi lourd qu'une brique. « C'est gentil, Vera, mais ce n'était pas nécessaire. » Vera jeta un coup d'œil nerveux vers le salon. « Oh, vous avez de la compagnie. Je ne vais pas vous déranger. Juste une chose, le carnet, les pages que vous avez gardées. Qu'allez-vous en faire ?» Agatha sourit, un sourire énigmatique. « Ne vous inquiétez pas, Vera. Les secrets de Carceli sont en sécurité, tant que personne ne m'ennuie, bien sûr. » Vera blêmit légèrement, murmura un autre merci et s'éclipsa dans la nuit. Agatha referma la porte et revint au salon. Mais le moment magique s'était évaporé. James s'était levé et remettait son manteau. « C'était Vera ?» demanda-t-il. « Oui, elle m'a apporté un cake. Probablement immangeable, mais c'est l'intention qui compte. Je devrais y aller, » dit James. « Il se fait tard, et j'ai promis à Jenny de passer voir si elle avait besoin d'aide pour sa comptabilité. Maintenant que Fletcher est hors jeu, elle a besoin de quelqu'un de confiance. » Le sourire d'Agatha se figea. « Tu vas chez Jenny ? Maintenant, juste pour 1 heure. Elle est encore sous le choc, tu sais. Elle a besoin d'un ami. » Agatha sentit la colère familière lui brûler l'estomac. Un ami, bien sûr. Un ami jeune, joli et vulnérable. « Très bien, dit-elle froidement. Va jouer au bon samaritain. N'oublie pas ton auréole en sortant. » James la regarda, un peu triste. « Ne sois pas comme ça, Agatha. Nous sommes amis, toi et moi. C'est précieux. » Il lui fit une bise rapide sur la joue. Une bise d'amis, sèche et fraternelle,
et sortit. Agatha resta plantée au milieu de son salon, écoutant les pas de James s'éloigner sur le gravier, puis le bruit de sa voiture démarrant pour faire les 200 mètres qui le séparaient de la boutique de Jenny. « Ami !» répéta-t-elle avec amertume. « Je déteste ce mot. » Elle prit le cake de Vera et le jeta directement dans la poubelle de la cuisine. Puis elle attrapa son sac à main et en sortit les feuillets froissés du carnet d'Edith Felbridge. Elle s'assit devant la cheminée. Elle relut une dernière fois les notes mesquines, les petits secrets honteux, les observations cruelles de la défunte reine du tricot. C'était du poison sur papier. « Tu étais une vieille sorcière, Edith, » dit Agatha à haute voix. « Mais tu avais l'œil. » Elle jeta les pages dans le feu. Le papier s'enflamma instantanément, se recroquevillant, les mots d'encre noire disparaissant dans les flammes oranges. Les secrets de Vera, de Doris et de tant d'autres partaient en fumée, rejoignant Edith dans l'oubli. Boswell sauta sur ses genoux, ronronnant fort pour attirer l'attention. Hodge le rejoignit, se frottant contre ses jambes. Agatha caressa ses chats, sentant la tension de la journée se dissiper peu à peu. Elle était seule, oui. James était parti, oui, mais elle avait résolu un meurtre. Elle avait sauvé des vies. Elle avait remis de l'ordre dans le chaos. Même si sa propre vie restait un magnifique désordre. Elle se leva et se servit un dernier verre de vin. Elle leva son verre vers la fenêtre où la lune éclairait les toits de chaume de Carsley. « À la prochaine, Carsley, murmura-t-elle. « Essaie de rester tranquille quelques jours. J'ai besoin de repos. Mais pas trop longtemps, hein? L'ennui est mortel. » Elle but une gorgée, sourit à son reflet dans la vitre et éteignit la lampe. Dans le noir, les yeux de ses chats brillaient comme deux petites paires de lune, veillant sur la détective endormie. Tout était bien qui finissait, comme d'habitude.